Ce soir, nous allons parler donc du bon état écologique du milieu marin. C'est donc une des deux politiques qui vont structurer dans un avenir proche la gestion des milieux marins et des ressources marines. Donc il y a l'approche écosystémique des pêches qui, dans le cadre de la politique commune des pêches, va imposer des nouveaux critères qui sont notamment de l'atteinte du rendement maximal durable. Et puis il y a une autre directive qui est la directive cadre stratégie pour le milieu marin qui va imposer aux États membres de l'Union européenne d'atteindre le bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020. Donc pour nous en parler en détail, nous avons invité ce soir Patrick Camus, qui est donc biologiste et coordonnateur à l'IFREMER de cette directive cadre stratégie pour le milieu marin. Donc il a 3/4 d'heure d'exposé. Vous allez voir qu'il n'est pas tout seul à vous présenter le bon état écologique du milieu marin. Si, je suis tout seul. Il y a une dizaine de personnes avec lui, une dizaine de personnes qui vont se présenter automatiquement. Et donc après, vous pourrez lui poser toutes vos questions sur ce bon état écologique. Voilà. Merci Dominique Petit pour cette introduction. Donc bonsoir à tout le monde. Je voudrais d'abord remercier Dominique Petit d'avoir organisé cette conférence avec l'aide d'une petite société lorientaise pleine d'ambition. Mais je ne suis pas là pour faire de la publicité. Mais je voudrais surtout remercier les 10 inconnus que vous allez découvrir tout à l'heure et qui m'ont aidé à préparer cette conférence. Alors vous verrez, le choix est un peu particulier, mais en fait c'est une des caractéristiques de cette directive. D'abord, cette directive, elle a un nom qui n'est vraiment pas sexy, quoi. Directive stratégie pour le milieu marin. Ça fait penser un peu stratégie comme de la politique. On se demande bien ce qu'il peut y avoir derrière. Et en fait, vous avez probablement loupé 3 dates depuis que cette directive est sortie. D'abord, le jour de sa sortie. Cette directive est sortie le 15 juillet 2008, donc déjà 4 ans. Ensuite, un deuxième texte est sorti le 1er septembre 2010. C'est une décision de l'Europe qui accompagne cette directive. Et la troisième date que vous avez sûrement loupée, peut-être pas tous dans cette salle, mais je pense la plupart d'entre vous, c'est le 16 juillet 2012, qui était la consultation du public, puisque, comme vous le savez, toute directive européenne, quand elle est mise en place, doit être soumise à l'approbation des parties prenantes et du public. Donc il y a eu consultation, la France s'est engagée effectivement dans une consultation du public qui a duré 3 mois, qui s'est terminée le 16 octobre 2012. Donc je vais vous présenter cette directive et plus particulièrement l'un des points fondamentaux de cette directive qui est cette notion de bon état écologique. Pour ce faire, je vais essayer quand même de faire un petit retour en arrière parce qu'en fait, des directives, on en a plus que l'on en veut aujourd'hui et celle-ci, c'est vraiment la première qui s'intéresse vraiment à la mer dans le sens le plus profond du terme. Donc je vais... Celle que vous connaissez peut-être, dont vous allez pouvoir ici voir le périmètre et le découpage géographique, c'est la directive cadre sur l'eau. Elle est plus ancienne, date de 2000, comme vous pouvez l'indiquer, et elle repose essentiellement sur une approche de la qualité des masses d'eau continentales, mais prend en considération également des masses d'eau côtières et des masses d'eau de transition, c'est-à-dire les estuaires. La France a fait une copie excellente pour l'Europe, puisqu'on a plus de 200 masses d'eau sur le territoire métropolitain de la douce France. Et dans cette directive, pour faire très court, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, c'est la terre qui regarde la mer. Vous imaginez bien que la nouvelle directive essaye peut-être de changer un peu les choses. En plus, vous voyez qu'elle ne va pas très loin, puisque la partie marine s'étend jusqu'à 12 nautiques au large. La directive cadre stratégie pour le milieu marin, cette fois-ci, c'est la mer qui regarde la terre, puisque son périmètre, c'est 4 sous-régions marines, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, que vous voyez ici apparaître. Vous voyez qu'on a largement décollé de la côte,
Et ici, j'ai mis un petit bloc diagramme qui vous montre ce que ça entraîne. Si la DCE prend en compte le bassin versant et la bande au maximum des 12 000, la DCSMM, puisque c'est l'acronyme, Directive Cadre Stratégie pour le milieu marin, va jusqu'à 200 nautiques. C'est la zone économique exclusive, la zone sous juridiction française, qu'aujourd'hui on essaye même d'étendre quand on a des justifications géologiques jusqu'à 350 nautiques, en raison bien sûr de l'appétit féroce qu'a la société humaine pour essayer d'exploiter au mieux son écosystème. Donc vous avez ici le périmètre de la DCE, le périmètre de la DCSMM, et puis après le droit de la mer qui s'impose. Donc 200 nautiques. Alors voilà les 4 sous-régions marines. Elles sont délimitées évidemment 200 nautiques. On ne peut pas avoir 200 nautiques dans le détroit du Pas-de-Calais. Donc on se partage le territoire avec les Anglais. Ici on se partage le territoire avec les Anglais et les Irlandais. Ici on se partage le territoire avec les Espagnols. Et puis ça concerne bien sûr la Méditerranée. Et ça ne concerne dans l'immédiat que la zone métropolitaine. Donc Manche-Mer du Nord, mer Celtique, Golfe de Gascogne, Méditerranée occidentale. On pourrait toujours se poser la question du découpage un peu orthogonal des limites. Je m'en expliquerai tout à l'heure si quelqu'un veut savoir la raison administrative. Alors, toutes les directives européennes de grande envergure sont bâties sous le même principe. Ici, vous avez l'échelle du temps, vous avez 2 paniers de basket et on va essayer d'atteindre effectivement progressivement cette cible qui est, dans le cas de la DCE, l'atteinte du bon état. On ne parle pas de bon état écologique, on parle de bon état dans la DCE. Donc il y a une différence avec la DCSMM dont je suis en train de vous parler. Alors vous avez ici les programmes de mesure et en fait vous voyez qu'à chaque fois c'est toujours la même chose. On a un état des lieux, un état initial, ensuite on met en place un programme de surveillance, puis un programme de mesure au sens d'un programme d'action avec pour objectif d'atteindre ce bon état. Alors pour la DCSMM sortie en 2008, transposition en droit français en 2010, 2012 on y est. C'était l'objet de la consultation du public dans le cadre d'un plan d'action milieu marin. 3 éléments, une évaluation initiale qui comporte 3 éléments, un état écologique, l'état des pressions et des impacts sur l'écosystème marin jusqu'à 200 nautiques, une analyse économique, la définition du bon état écologique dont on va parler ce soir et les objectifs environnementaux. Et la suite est classique, un programme de surveillance pour 2014 qu'on est en train d'élaborer, un programme d'action qui interviendra en 2016, et ce que rappelait Dominique Petit, en 2020, un bon état écologique. Enfin, en tout cas, on va essayer d'y parvenir. Et ensuite, c'est un cycle de 6 ans. Alors, les objectifs de la DCE et les indicateurs de la DCE, les voici. Vous voyez qu'en fait, il y a déjà un certain nombre d'éléments qui concernent la partie marine, même si la tranche de mer est assez faible. Le phytoplancton, la macroflore, la macrofaune, les angiospermes, c'est-à-dire les posidonies en Méditerranée, les zoostères en Atlantique, et uniquement les poissons d'estuaire. Donc c'est un écosystème extrêmement restreint pour définir, puis il y a des variables d'accompagnement, et il y a également des éléments chimiques. Alors, vous voyez, on qualifie les masses d'eau, on a des conditions de référence en 5 classes, et effectivement, il faut effectivement se retrouver, alors là ce sont les normes pour la partie biologique, et pour la partie chimique, on peut être soit en bon, soit en mauvais état. Dans la partie biologique, on a le droit à 5 classes. Et il faut atteindre ce bon état écologique. Alors, le bon état écologique de la DCSMM, on peut le résumer en 3 mots. Une mer saine, une mer propre et une mer productive. C'est vraiment un programme assez ambitieux. Le terme le plus important, c'est celui-ci. Et c'est ça la grande innovation de l'Europe. C'est une mer productive. C'est-à-dire qu'on veut faire en sorte que l'on puisse tirer des ressources biologiques, minérales de la mer, mais à une condition, c'est que ces activités anthropiques n'entraînent pas une dégradation du fonctionnement de l'écosystème. Donc vous voyez que c'est un jeu qui va être relativement complexe et que cette directive est extrêmement ambitieuse. Elle inclut des notions de diversité écologique, de dynamique des océans. Il va falloir prendre en compte le fonctionnement des écosystèmes, ce qu'on appelle les fonctionnalités, les relations proie-prédateur. Vous voyez, donc on va aller très très loin. La propreté et le bon état sanitaire, tout le monde a bien imaginé ce que ça peut être, c'est-à-dire les aspects notamment contamination par les éléments chimiques rémanents, bon état sanitaire, les denrées alimentaires. Donc on s'intéresse effectivement à l'être humain de plus en plus. Productivité, encore plus, puisque productivité, ça veut dire qu'on tire des ressources de la mer et des biens et des services et qu'il faut qu'ils soient durables. Donc c'est un système qu'il va falloir effectivement
approchée de manière extrêmement globale. Donc en résumé, ce BEE, ce bon état écologique, c'est le bon fonctionnement de l'écosystème marin, donc la nécessité d'une approche qu'on appelle écosystémique, c'est-à-dire de prendre en compte l'ensemble des compartiments de l'écosystème. Et on évite d'exclure l'être humain, on met bien sûr l'être humain à l'intérieur. Et donc c'est là que les questions commencent à se poser et que les gens commencent à réagir. Et sans vouloir faire la conclusion dès à présent, mais c'est bien de l'annoncer, vous imaginez bien que ça va être une révolution dans les comportements et dans les mentalités des gens. Il va falloir que tout le monde discute avec tout le monde. Et c'est bien là la grande différence. Une autre différence, c'est une différence d'ordre administratif. Cette directive cadre sur l'eau, stratégie pour le milieu marin, intègre et renvoie vers de nombreux textes déjà existants. C'est-à-dire qu'elle est d'une envergure un peu supérieure. Elle intègre la DCE. Elle intègre la directive Habitat et la directive Oiseaux, que vous connaissez sous l'appellation Natura 2000. La directive eaux résiduaires urbaines de 91, les rejets urbains, nos rejets. La directive baignade, les usages récréatifs. La politique commune des pêches, comme l'a rappelé Dominique Petit. La politique commune agricole doit s'adapter à cette DCSMM. Vous voyez que les juristes, dès les années 2005, ont quand même bien réfléchi sur cette approche intégrée. Le paquet hygiène qui régit les denrées destinées à la consommation humaine, notamment des produits de la mer. La directive Inspire, cette directive, est la mise à disposition des données. Ce n'est pas parce que des États mettent en place une directive qu'ils ne doivent pas mettre à disposition du public les données. Ces données, elles sont la propriété de tout à chacun. Traité Euratom, pour ce qu'il représente. Et puis, on doit également, dans cette directive, prendre en compte les travaux qui ont déjà été réalisés par des conventions de mer régionales. Ce sont des associations scientifiques. Ça n'a pas valeur juridique de force, mais la convention d'Oslo et de Paris, OSPAR, depuis 35 ans, travaille sur globalement l'Atlantique Nord-Est. Helcom, c'est la mer Baltique. Barcelone, c'est la Méditerranée et mer Noire. Il n'y a pas besoin de faire le commentaire. Donc vous voyez que cette directive européenne englobe toutes les mers, bien sûr, de l'Europe. Et la France est concernée essentiellement par OSPAR, puisque c'est l'Atlantique Nord-Est pour la Convention, et Barcelone. Alors le monde du vivant est pris en compte dans cette directive. En orange, à chaque fois, vous voyez apparaître ce qui est déjà pris en compte de manière assez partielle, puisque le territoire est tout petit, par la DCE. Et en vert foncé, vous voyez apparaître les nouveaux éléments, les nouveaux embranchements ou les nouvelles activités qu'il va falloir prendre en compte. Je crois qu'il n'y en a aucune qui a été oubliée. Vous avez aussi bien les activités. Alors, vous voyez qu'on va du virus, qui est le plus petit organisme qu'on est capable aujourd'hui d'identifier, jusqu'au plus gros, puisque la baleine bleue est incluse. Elle fait partie de l'écosystème. On n'a pas mis l'être humain, mais on aurait pu le mettre. Homo sapiens sapiens, il est là. Et puis ensuite, toutes les activités qui apportent des biens et des services à la communauté humaine. Et donc, vous avez tous les éléments, effectivement, aussi bien ceux qui sont existants que ceux qui vont se développer, comme les énergies renouvelables, notamment en mer. Et toujours dans la série un petit peu d'essayer de mesurer un petit peu le périmètre et la volumétrie administrative de cette directive, vous voyez que déjà la DCE avait pris en compte un certain nombre de compartiments à la côte. Ils sont repris en allant vers le large. Toute la colonne d'eau, le sol, y compris le sous-sol, pour les activités extractives comme les granulats, le milieu côtier, le plateau continental, le talus et même les abysses, puisqu'il y a 200 nautiques dans le golfe de Gascogne, en Méditerranée, vous êtes tout de suite à plus de 1000 mètres de profondeur. Il va falloir prendre en compte ces écosystèmes. L'eau, la matière vivante et bien sûr le sédiment. Et ici, j'ai mis les disciplines qui sont concernées. Vous voyez qu'il y a un florilège. Donc vous voyez que cette directive, comme disent les Anglais, elle est huge. Et c'est vraiment le terme qui va bien avec. Alors le cadre thématique du bon état écologique, à la différence de la DCE où il y a quelques éléments qui sont pris en compte, là il y a 11 descripteurs. On va dire, je vais utiliser quelque chose qui parle, 11 commandements à respecter pour arriver à être en bon état écologique. Et puis associé à ces 11 descripteurs dont on va parler, il y a 29 critères et 56 indicateurs. Un indicateur, c'est quelque chose qui se mesure et qui permet de dire on est au-dessus ou on est en dessous d'un seuil. Voilà, c'est l'explication. Ici, vous avez la transposition suite au Grenelle de la mer de cette directive. C'est inclus dans le dispositif réglementaire. Et puis, il y a une
mise en œuvre au niveau des sous-régions marines, dans ce qu'on appelle dans le jargon technocratique français le plan d'action milieu marin pour chacune des 4 sous-régions marines. Donc ces directives, elles sont élaborées au niveau du ministère de l'écologie avec l'aide notamment de l'IFREMER et de l'Agence des aires marines protégées et puis d'un ensemble d'établissements scientifiques que je vais vous présenter. Mais ensuite, leurs éléments d'application, notamment le programme de mesure, le programme d'action, sera mis en place par les préfets de région et les préfets maritimes, conjointement avec tous les acteurs. Donc c'est quelque chose qui remue pas mal. Alors un petit peu de conceptuel avant d'aller vers quelque chose de plus appliqué. Comment peut-on essayer de définir ce bon état écologique? Est-ce que c'est ce qu'on appelle pristine, c'est-à-dire est-ce que c'est le jardin d'Éden qu'on n'a jamais connu? Enfin si, à la chapelle Sixtine, mais c'est bien loin. Est-ce que c'est l'état dans lequel on le trouve aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui a été observé historiquement par les scientifiques dans les décades, voire les siècles précédents? En fait, c'est bien compliqué parce que selon les disciplines, on a des connaissances et pour d'autres disciplines, on n'en a pas du tout. Si vous me posez la question quel est l'état pristine à 1000 mètres de profondeur au milieu du golfe de Gascogne, je suis incapable de vous le décrire. D'autant que cet état, ce bon état écologique, il bouge. Il bouge, pourquoi? Parce que ces éléments vont bouger, parce qu'il y a des éléments supérieurs, tels que notamment le réchauffement climatique, qui modifie les écosystèmes, et donc on ne pourra pas revenir, en tout cas pas à l'échelle d'un cycle de 6 ans, à ce bon état écologique. Donc vous voyez, le bon état écologique, on peut le définir comme étant ici, l'état de référence non impacté au-dessus, et puis la limite, ça de laquelle le bon fonctionnement de l'écosystème n'est pas garanti, donc il est perturbé. Donc il faut qu'on arrive à atteindre. Alors l'objectif, c'est progressivement, par des jalons, par l'intermédiaire du programme de mesure et d'action, de revenir vers ce bon état écologique si effectivement il n'a pas été défini. Alors toute la difficulté, c'est de le définir, et normalement on doit le définir à partir des éléments contenus dans l'évaluation initiale. Et vous allez voir que les choses ne sont pas si simples que ça. Alors le processus d'élaboration, ça sera la dernière diapositive technique et administrative. Vous voyez ici, vous avez la manière dont c'est fait au niveau effectivement du ministère. On fait d'abord des travaux méthodologiques avec des chefs de file. On a essayé d'associer toute la communauté scientifique. Ce n'est pas un établissement, l'IFREMER, l'université, le CNRS. On a essayé d'associer tout le monde. À chaque fois, on a nommé un chef de file pour chacun des 11 descripteurs et on a essayé de travailler. Ensuite, on a associé les parties prenantes, c'est-à-dire vous, ici, comme vous représentants, parce qu'on ne peut pas tous être là, mais également les responsables professionnels. Ensuite, on a finalisé, on consulte les instances et le public, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et prochainement, d'ici à peu près environ moins d'un mois, un arrêté sera pris par le ministre en charge de l'environnement pour définir ce bon état écologique dans sa première itération. Sachant que dans 6 ans, on reprendra probablement cette définition parce qu'on aura des données nouvelles, on aura fait travailler les scientifiques et tous les usagers. Et ça, c'est ce qui est comme document en application. Alors, voilà les fameux 11 descripteurs. Alors, vous les avez également sur 2 panneaux qui sont à votre disposition parce qu'on va enchaîner par quelques interviews, puisque je ne fais pas, contrairement à ce que vous pouvez penser, même si je suis là tout seul, en fait, virtuellement, il y a 10 personnes derrière moi qui ont préparé cette conférence et qui ont travaillé respectivement sur la biodiversité. La biodiversité doit être conservée. C'est le premier descripteur qui est cité dans la directive. Ceux qui veulent en savoir plus, il y a un document qui est la fameuse décision qui donne tout le détail. Je vais vous en montrer une illustration. Ceux qui sont au fond de la salle comme au premier rang ne pourront pas lire les 56 indicateurs associés à ces 11 descripteurs. Les espèces invasives doivent être contenues. Donc espèces invasives, les crépidules, vous imaginez toutes les espèces qui aujourd'hui ont été introduites par voie maritime, par les échanges commerciaux, par les êtres humains eux-mêmes. Stocks d'espèces exploitées doivent être en bonne santé. Ici, nous sommes dans un port de pêche. Il faut qu'effectivement, ce que l'on tire de la mer ne mette pas en péril les stocks. L'eutrophisation doit être réduite. Ce n'est pas à des Bretons que je vais apprendre ce que c'est que l'eutrophisation et du fait qu'il faut la réduire. La Bretagne, notamment le nord de la Bretagne, est très impacté dans certains secteurs par l'eutrophisation, c'est-à-dire l'enrichissement en organismes végétaux qui se développent liés à des forts apports d'éléments nutritifs. L'intégrité des fonds et le bateau doivent être préservés. Donc ça, c'est quand même
un élément qui est un peu nouveau. Pardon, j'ai sauté les réseaux trophiques abondants et diversifiés, excusez-moi. C'est le plus difficile, celui-là. C'est-à-dire le petit poisson qui doit manger le grand pour arriver à faire fonctionner le système. Si le système s'emballe, qu'il y a trop d'eutrophisation, c'est peut-être des méduses qui vont se développer à la place des petits poissons. Ou c'est les méduses qui vont manger les petits poissons et le gros poisson n'aura pas de petits poissons à manger. Donc là, ça va pas être évident parce qu'on ne travaille pas beaucoup en termes de surveillance sur ce sujet-là. Le 5, je vais en parler. L'intégrité des fonds. Là, vous voyez, ce sont tout ce qui est comme activité extractive sur le fond ou tout ce qui est abrasion sur le fond. On utilise le terme abrasion parce qu'il ne faut pas trop parler de chalutage, parce que c'est quand même une pression qui est relativement sensible, particulièrement ici. Mais arrêtons d'appeler un chat autrement. Il s'agit effectivement de toutes les activités extractives, que ce soit des extractions de granulats ou que ce soit des activités de chalutage qui, dans certains habitats, peuvent être extrêmement dommageables pour l'équilibre de l'écosystème. L'hydrologie doit être modifiée. Quand on fait un barrage comme celui de la Rance, est-ce qu'on ne risque pas de perturber tout l'écosystème? Est-ce que ça a une incidence à l'échelle de la sous-région marine? Les contaminants et la pollution sont sans effet néfaste sur l'environnement. Donc là, c'est la contamination essentiellement d'origine anthropique et d'origine terrestre. Il ne doit pas y avoir de contamination des denrées alimentaires supérieures aux normes en vigueur. Donc on s'intéresse aussi à ce que l'on consomme. Les déchets marins doivent être limités. Je pense que ça ne fait pas, il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a trop de déchets sur les plages, mais il n'y a pas que sur les plages. Comme vous le savez, il y en a en pleine eau et il y a des microparticules et on en retrouve dans certain nombre d'organismes supérieurs. Et puis le dernier, c'est l'introduction d'énergie non nuisible au milieu. On pense d'avant tout peut-être au rejet thermique des centrales nucléaires, mais c'est assez limité quand même comme panache. Mais les ondes électromagnétiques des fameux câbles des éoliennes, est-ce que ça ne va pas générer des perturbations? Il faut peut-être étudier. Et puis ce qu'on a oublié, c'est le plus important, c'est le bruit. Le bruit, c'est une énergie. Et la mer, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Cousteau, ce n'est pas vraiment le monde du silence, même si Cousteau avait dit que c'était le monde du silence. Vous verrez que le spécialiste qui s'exprime derrière moi, il va vous dire que ce n'est pas vraiment le monde du silence. Alors il s'agit de qualifier ce milieu à une échelle pertinente pour définir ce bon état écologique. Ce n'est pas une comparaison à des conditions de référence naturelles, puisque le milieu est déjà exploité. Il faut regarder les impacts des activités humaines, ce qu'on appelle les pressions et leur impact, et voir si ce n'est pas susceptible de modifier de manière trop significative l'environnement. Vous avez ici tous les établissements qui ont contribué à la définition de ce bon état écologique. Je les nomme. Le Muséum d'histoire naturelle, je me nommerai en dernier quand même, le Centre national de la recherche scientifique, le Bureau de la recherche géologique et minière, le Service hydrographique et océanographique de la marine et l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité de l'environnement et je ne sais plus. Bon, ça me reviendra. Et l'IFREMER. Et de l'environnement et du... je ne sais plus. Alors avec ces 11 descripteurs, il y a 56 indicateurs qui sont à définir, qui sont adossés. Et c'est avec ça, il va falloir effectivement les définir, tous ces indicateurs. Et ensuite, il faudra essayer de mettre ça dans une machine et puis arriver à dire on est ou on n'est pas en bon état écologique. Ce n'est pas demain, à mon avis, qu'on va y arriver, mais le chemin est tracé. Voilà. Alors voilà, si vous voulez vous faire peur, que vous ayez des lunettes ou que vous n'en ayez pas. Voici ici, en bleu, vous avez les 11 descripteurs, c'est la même définition. Et à chaque fois, vous avez ce qu'on appelle le critère et l'indicateur. Voilà. Donc, par exemple, je prends un au hasard. Le descripteur 8, niveau de contaminant ne provoque pas d'effet dû à la pollution. Donc, c'est dans l'environnement marin. Les concentrations en contaminants. La piste qui est donnée pour définir l'indicateur 8.1.1, ils ont tous des chiffres, c'est la concentration des contaminants mentionnée dans la directive 2000-60 CE, c'est-à-dire la directive cadre sur l'eau, qui déjà a fait une liste pléthorique de substances contaminantes qu'il faut suivre en eau douce, également en eau côtière. Alors on va essayer d'aller un peu plus loin, et là on va donner la parole effectivement à ceux qui sont absents, parce qu'on ne pouvait pas être là à 11 pour faire effectivement cette présentation. Alors on va peut-être éteindre la salle de manière à ce que vous puissiez voir. Donc la première question qu'on a posée au chef de file, c'est à quoi correspond le bon état écologique et est-ce un état de référence? Donc voici ce qui a été... Alors je ne sais pas si je crois que je ne peux pas déplacer... Il faut que j'aille...
À quoi correspond le bon état écologique et est-ce un état de référence? Dans la directive 4 stratégique du milieu marin, le bon état écologique est défini sur la base de 11 descripteurs. L'ANSES a été donc désigné chef de file pour le descripteur 9 qui lui s'intéresse à la contamination de différentes substances chimiques dans les produits de la pêche, notamment les poissons, les mollusques et les crustacés. Le bon état écologique est défini sur le non-dépassement des seuils réglementaires donc de ces substances chimiques dans ces denrées. Pour le descripteur 9, je vais répondre oui. Pourquoi oui? Parce que le bon état écologique est basé sur des seuils réglementaires qui visent à protéger le consommateur. Donc sa santé est garantie si ces seuils réglementaires ne sont pas dépassés. Donc de ce fait, on peut considérer que le bon état écologique est un état de référence. Alors en fait, le bon état écologique, ça a comme objectif de restituer ou de reconstituer ou de maintenir un écosystème sain de manière à assurer une production maximale des écosystèmes pour une exploitation durable. Pour les espèces non indigènes, le bon état écologique, c'est plus une tendance qu'une référence. C'est-à-dire qu'on souhaiterait qu'il y ait, donc dans le futur, donc pour 2020, moins de surfaces, qu'on n'ait pas une augmentation des surfaces colonisées par les espèces non indigènes et qu'on n'ait également pas une augmentation des densités, biomasse et des impacts de ces espèces sur les écosystèmes. Le bon état écologique pour les réseaux trophiques, c'est-à-dire les réseaux alimentaires, ça correspond à un état dans lequel les composantes d'un écosystème sont présentes en diversité et en abondance suffisante pour garantir la pérennité et la stabilité du système. Il ne correspond pas à un état de référence puisque en fait, les activités humaines impactent les écosystèmes depuis longtemps et bien avant que ces écosystèmes aient été décrits. Donc on ne connaît pas cet état de référence, puisque les systèmes évoluent en fonction notamment des changements climatiques, de l'acidification des océans. Et donc il faut reconsidérer régulièrement, réévaluer, redéfinir ce bon état écologique et ces états de référence. L'océan n'est pas le monde du silence, l'océan est bruyant, donc on y trouve un peu toutes sortes de sons, donc des sons naturels qui vont être générés par les organismes marins, par les vagues, par les craquements d'iceberg, par les mouvements des plaques, etc. Et les sons dits anthropiques qui vont être générés par les activités humaines, donc l'utilisation d'équipements ou d'engins sonores et le trafic maritime principalement. Dans cet environnement sonore, il y a des espèces qui vont, elles, utiliser le son pour se repérer, pour chasser leur proie, pour communiquer entre elles, et donc elles vont être très sensibles à cet environnement sonore. Donc le bon état écologique, on va le définir pour garantir que les perturbations sonores que l'homme, ou l'énergie sonore que l'homme va introduire dans le milieu, ne nuit pas aux espèces qui vont utiliser les communications acoustiques. Alors c'est un état de référence par construction, puisqu'on va s'y référer pour mettre en place tout un programme de mesures, d'observation, etc. Mais c'est un état de référence qui évoluera dans le temps en fonction de l'avancée des connaissances. Voilà, donc vous avez eu un premier panorama et vous voyez bien qu'entre les différents descripteurs, on n'a pas forcément la même perception, effectivement, parce que l'état des connaissances, bien sûr, est extrêmement variable. Et vous voyez bien que pratiquement aucun n'a évoqué effectivement le jardin d'Éden, puisque tout le monde a bien pris conscience dans l'ensemble de ces chefs de file qu'effectivement, il fallait prendre en considération déjà l'existant. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que ces pressions sont trop fortes ou est-ce qu'elles sont acceptables? Et c'est ça les enjeux qui vont être effectivement à venir. Et là, on n'a pas la réponse pour tout. Les degrés d'avancée sur les descripteurs sont très variables. Vous imaginez bien que sur le descripteur 5, sur l'eutrophisation, depuis le temps qu'on y travaille, on commence à avoir pas mal d'éléments, alors que sur le descripteur 4, sur les réseaux trophiques, vous avez bien vu ce qu'a exprimé mon collègue du CNRS, quelque chose qui est beaucoup plus difficile. Quant au descripteur 11 sur le bruit, vous avez vu également que c'est un bon état
écologique, un état de référence par construction. Et là, il manque encore énormément d'informations. Alors, la deuxième question qu'on leur a posée, c'est quels sont les critères et indicateurs pour atteindre le bon état écologique du milieu marin. Alors, je ne vais pas vous représenter la diapositive précédente où c'était un tableau plein de chiffres et plein de caractères. On leur a posé la question pour voir s'ils pouvaient condenser effectivement leur information. Donc, on va leur donner la parole. Et ce ne sont pas forcément les mêmes chefs de file qui vont répondre parce qu'on ne pouvait pas faire défiler tout le monde. Quels sont les critères et indicateurs retenus pour atteindre le bon état écologique du milieu marin? Alors en fait, il y a deux grands critères qui sont des critères assez communs lorsqu'on veut gérer ou évaluer des ressources halieutiques. C'est la biomasse, c'est-à-dire la quantité de poissons dans la mer, et puis la pression de pêche, qu'on appelle nous la mortalité par pêche, qui est en fait l'effort ou ce que représentent les pêcheurs, quel impact qu'ils ont sur la ressource. Et donc l'objectif, c'est bien d'ajuster cette mortalité par pêche, cette pression de pêche, aux potentialités de renouvellement du stock, de façon à assurer une exploitation durable, c'est-à-dire dans des conditions de durée, tout en tenant compte de la variabilité environnementale. Donc il y a plusieurs critères qui sont les aires de répartition, les abondances, les biomasses, les étendues d'habitat et la biodiversité en général. Donc il y a plusieurs niveaux biologiques. On parle de population d'espèces, donc plutôt d'espèces mobiles dans l'approche qu'on a faite, c'est-à-dire les dauphins, les oiseaux, tortues, etc. Après il y a les habitats, donc c'est les fonds marins ou, petite nouveauté, c'est les habitats pélagiques qu'on appelle ça, c'est la colonne d'eau, et les communautés biologiques associées. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux biologiques jusqu'au final qui est l'écosystème, qui est le fonctionnement de tous ces maillons de l'écosystème les uns avec les autres. Les deux critères et trois indicateurs ont été retenus pour le descripteur 8. Les premiers critères et son indicateur concernent ou se réfèrent aux concentrations, au niveau de concentration des contaminants déterminés dans différentes matrices du milieu marin. Le deuxième critère et ces deux indicateurs se réfèrent au niveau des effets de pollution marine, et déterminés cette fois-ci dans différents composants des écosystèmes, et en prenant également en compte, pour le deuxième indicateur, les cas particuliers des pollutions accidentelles. C'est un travail en cours, on ne sait pas exactement, on n'a pas la réponse à toutes ces questions, mais ce qu'on va faire, on va regarder les pressions, donc certains nombres de pressions qui ont une action physique, des pressions physiques sur le milieu, qui peuvent être l'extraction de matériaux, tout ce qui est dragage, immersion de matériaux dragués en mer, la pêche aux arts traînants qui couvre des surfaces assez importantes. Et donc le but, c'est d'essayer d'évaluer un petit peu quelle est la présence de la pression, de l'activité, essayer de la mesurer, de la quantifier en surface et en intensité, et de voir ce que ces pressions induisent sur le milieu biologique. Et donc, quand on arrivera à voir un peu mieux ce lien, on pourra dire, eh bien, cette pression-là, elle est trop forte pour ce milieu, pour cet habitat, donc il faut faire quelque chose. Si on veut un bon état, si on veut maintenir ce milieu, eh bien, il faut peut-être soit changer la fréquence, soit le faire ailleurs. Mais pour l'instant, on est vraiment en train de réfléchir à ça et on n'a pas j'ai pas de réponse précise et fixe au jour d'aujourd'hui. Pour atteindre ce bon état écologique, on a retenu deux grands critères. Le premier critère concerne l'énergie sonore qui est de courte durée, ce qu'on appelle les sons impulsifs, qu'on introduit dans le milieu. Et le deuxième critère concerne le son continu, donc notamment tout ce qui est lié au trafic maritime, donc la composante un peu continue de notre activité. Donc ces deux critères seront évalués par des indicateurs. Donc dans un premier temps, on va recenser toutes les activités sonores susceptibles de perturber la faune. Et le deuxième indicateur sera une analyse des tendances du bruit ambiant sous-marin, c'est-à-dire le bruit généré par le trafic maritime principalement. Voilà, donc cette deuxième question est assez intéressante à différents titres. D'abord, on rentre un peu plus dans l'aspect technique et on se rend bien compte que, par exemple, la première intervention, Alain Bizot, qui travaille à l'Ifremer sur les stocks de poissons,
il parle certes des stocks qu'il faut maintenir, mais il dit attention aux impacts. Il faut que les pêcheurs mesurent leurs impacts. Donc là, on voit bien qu'effectivement, on est sur un indicateur à la fois d'état des stocks, mais également un indicateur de pression. Vous avez également, dans une des interventions, on voit qu'il va falloir considérer différents compartiments. L'eau, la matière vivante, c'est le chimiste qui parle, Jacek Troszczynski, qui dit « Ah, il faut s'intéresser aux compartiments ». Quand il dit compartiment, c'est eau, matière vivante et sédiments. Selon, effectivement, la nature de ces compartiments, l'impact des pressions seront plus ou moins fortes. Et puis, ce qui est intéressant dans le D6, celui qui s'intéresse à l'intégrité des fonds, c'est qu'en fait, il répond un peu à la question d'Alain Bizot sur le D3. Il dit « Ah oui, mais moi, je m'intéressais à l'intégrité des fonds. Les activités extractives, il ne mentionne pas trop la pêche, parce que bon, il sait que c'est un sujet un peu sensible, et il n'a pas envie de se fâcher avec son chef de file, avec le chef de file du D3. Enfin bref, tout ça pour dire que même à la fin, le dernier, Luchom, il vous parle, lui, de termes très techniques, de sons impulsifs. Tout le monde a bien compris ce que ça voulait dire. Ce sont les sondeurs que tout le monde utilise quand on fait de la navigation, que ce soit de plaisance ou maritime, et puis les sons continus, qui sont les bruits ambiants liés au moteur, etc. Donc vous voyez que là, on rentre dans le domaine de l'interaction, et cette directive, c'est une de ses caractéristiques, c'est de faire discuter les gens entre eux. S'il y a peut-être une chose à retenir, je pense que c'est une des choses fondamentales que je retiendrai de cette directive. Mais on va aller à la troisième question, et on va leur demander si ces critères sont applicables à chaque sous-région marine, puisqu'entre mer Celtique, golfe de Gascogne, Manche-mer du Nord et mer Celtique, il y a peut-être quand même des différences. Alors on va essayer de voir quelle est leur réponse. Les critères et indicateurs sont-ils applicables à chaque sous-région marine? Sur le principe, oui. C'est-à-dire que ce soit les déchets en mer, sur les plages, les microplastiques ou bien les déchets ingérés, on peut les utiliser sur l'ensemble des sous-régions marines, du littoral français. Ce qu'il faut noter par contre, c'est que les modalités d'application sont différentes. Pour les déchets flottants, par exemple, il existe des sites prioritaires dans lesquels il faut absolument surveiller et suivre l'état de l'environnement, notamment au Pays Basque, par exemple, ou bien dans le sud-est, en raison de la fréquentation et des quantités de déchets qui arrivent par la mer. Et puis, il peut y avoir des différences sur les espèces cibles. Par exemple, on mesure les déchets ingérés par les fulmars des oiseaux, si vous voulez, dans la sous-région marine Manche-mer du Nord. Par contre, ces espèces n'existent pas dans la partie sud, en Méditerranée occidentale notamment. Et donc, dans ce cas-là, on utilise les tortues. Pour les autres régions, comme le golfe de Gascogne, on utilise également les tortues. Donc, sur le principe, si vous voulez, c'est applicable partout, mais les modalités sont différentes, quoi. Et donc, ces critères s'appliquent pour toutes les sous-régions marines. On a plusieurs niveaux de définition du bon état écologique. Donc, des définitions générales qui sont valables aussi bien pour les sous-régions marines françaises, mais aussi avec les autres pays. Il y a un besoin de s'accorder aussi avec les autres pays. En fait, elles sont déclinées au niveau des sous-régions à travers des listes d'espèces ou d'habitats qui serviront aussi à des mesures et des suivis qui serviront à calculer des indicateurs, dont certains restent à développer, mais voilà, c'est des spécificités au niveau de certaines espèces ou habitats selon les sous-régions, mais les critères et la définition du bon état est générale à l'ensemble des sous-régions marines. Le schéma proposé par Yves Rémer s'impose à toutes les sous-régions marines françaises. C'est un schéma évolutif avec une cyclicité de 6 ans. En l'état, globalement, dans la mesure où ces indicateurs sont déjà issus de travaux de la directive cadre sur l'eau ou de la convention des mers régionales OSPAR, un certain nombre sont applicables, on va dire, à l'échelle Manche-Atlantique. On va avoir certaines spécificités sur la Méditerranée dans la mesure où, de toute façon, les systèmes marins sont très différents du point de vue de leur fonctionnement. Alors oui, ces critères et indicateurs seront applicables à toutes les sous-régions marines. Il y aura sûrement des spécificités pour certaines sous-régions où on sait qu'il y a beaucoup plus de trafic maritime que sur certaines autres sous-régions. Donc voilà, ce sera peut-être des adaptations sur mettre l'accent sur certains vecteurs dans une sous-région, mais sinon voilà, ces grands axes vecteurs, abondance, répartition et impact, ce sera des axes qui seront traités dans les 4 sous-régions marines.
Voilà, donc troisième question, avant-dernière question. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre un petit peu plus dans l'aspect régional des choses. On voit bien, mais c'était évident qu'il y avait des choses qui étaient spécifiques à certaines sous-régions marines. Si je vous parle d'eutrophisation, Alain Lefebvre, dans le D5, vous dit bien, il y a des spécificités, effectivement. Les problèmes d'eutrophisation dans le golfe de Gascogne n'ont rien à voir avec ce qui se passe en Méditerranée occidentale, où c'est une mer oligotrophe, donc pauvre en éléments nutritifs. Et donc l'eutrophisation y est très peu visible. Ce qui est intéressant également, c'est ce qui est évoqué à travers notamment l'intervention du Muséum d'histoire naturelle. C'est notamment la nécessité de travailler avec les États membres riverains de nos mêmes 4 sous-régions marines, c'est-à-dire les Anglais, les Irlandais, les Espagnols et les Italiens. Donc, et puis ensuite, ce qui est évoqué également, ce sont les modalités d'application qui, évidemment, selon les compartiments, vont varier. Alors, dernière question, puis après, je vais essayer de cheminer vers un petit peu plus de choses appliquées, puisque là, on est quand même sur des choses qui sont assez générales. Alors, j'ai perdu la main. Ah, je sais plus. Ah, ça y est, voilà. Alors, la dernière question, c'est les connaissances actuelles sont-elles suffisantes pour définir le bon état écologique du milieu marin? Vous imaginez la réponse, j'en ai déjà donné une partie, mais on va poser la question toujours à nos grands experts. Ah, un souci, il faut que je fasse marche arrière, voilà. Les connaissances actuelles sont-elles suffisantes pour définir le bon état écologique du milieu marin? Alors les connaissances actuelles permettent d'établir un premier bilan sur le bon état écologique. Cependant, le manque de données ne permet pas aujourd'hui de donner une définition précise du bon état écologique. Ce travail aussi nous a permis d'identifier des besoins pour la directive 4 stratégique du milieu marin, notamment pour le descripteur 9. Par exemple, de prendre en compte d'autres contaminants tels que les contaminants microbiologiques, d'avoir des relations d'échange avec d'autres descripteurs, notamment le descripteur 8, qui traite aussi sur les contaminants chimiques. Et puis aussi s'ouvrir aussi sur l'international dans ce descripteur-là. Donc je pense qu'on a des bases scientifiques et techniques qui permettent, si vous voulez, de mettre en place une surveillance. Il y a encore des questions qui n'ont pas de réponse. On a par exemple des zones en profondeur qui ne sont pas connues dans lesquelles les déchets pourraient s'accumuler. On a également les taux de dégradation, les taux d'ingestion des microplastiques par certaines espèces, notamment les invertébrés ou les poissons, qui pourraient même d'ailleurs être utilisés comme paramètres de surveillance. Ça, je pense que ce sont des étapes à venir. Par contre, on a quand même, si vous voulez, suffisamment d'informations pour démarrer quelque chose de tout à fait consistant en termes de surveillance de l'environnement. Il y a des évolutions des connaissances, des évolutions des technologies qui nous permettent maintenant de nous poser de nouvelles questions et donc de remettre justement en perspective des choses qui nous semblaient évidentes, mais en creusant, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe qu'on pouvait l'imaginer. Mais maintenant, je pense qu'on a un certain nombre de moyens pour avancer, pour construire de nouvelles choses. Sinon, ce qui se passe en l'état actuel des connaissances pour l'eutrophisation, par rapport aux besoins de la DCSMM où nous devons aller de plus en plus vers le large, il est clair qu'il y a un manque de connaissances sur la partie beaucoup plus large. Et c'est là où justement les nouveaux outils, alors nouveau tout est relatif, mais je pense aux images satellites, à la modélisation, à des mesures systématiques via des navires d'opportunité, tout ça va nous permettre d'étendre nos investigations vers le large. Nous, ce qui nous intéresse, donc, on a une pression physique humaine, on a une activité humaine qui va provoquer des pressions, qui va avoir un impact sur la biologie. Et bien, ce lien entre l'intensité de la pression et l'impact sur la biologie, il est très mal connu. C'est très difficilement quantifiable précisément. Et donc, c'est clair qu'il faut de la recherche, il faut développer nos connaissances sur le lien pression-impact, que ce soit impact physique ou impact sur la biologie. On sait des choses de façon générique, mais on ne sait pas exactement. Quantifier les choses, c'est très difficile. Alors, pour la première fois dans l'histoire des directives, la DCSMM adopte une approche que l'on appelle écosystémique, c'est-à-dire qu'il ne considère pas toutes les composantes des écosystèmes ou des réseaux trophiques de manière isolée, mais qui considère un ensemble, c'est-à-dire le fonctionnement dans son ensemble.
Donc par cette approche, l'évaluation du bon état écologique est beaucoup plus réaliste, mais beaucoup plus difficile. Donc en l'état actuel, les connaissances sont incomplètes, sont trop incomplètes pour pouvoir respecter cette approche pour les réseaux trophiques. Donc, en même temps, la DCSMM reste une occasion unique de revisiter, donc d'améliorer notre connaissance sur la biodiversité, sur les écosystèmes et ainsi arriver à mieux les gérer tout simplement. Voilà, donc la dernière question, elle devient extrêmement, les réponses deviennent très pragmatiques. D'une part, certains évoquent la nécessité de mettre en place des techniques innovantes pour arriver à couvrir tout le périmètre de cette directive 4 stratégie pour le milieu marin. C'est un des éléments qu'on peut retenir. La nécessité aussi d'études complémentaires. Certains évoquent la difficulté qu'ils ont effectivement à définir ce bon état écologique parce qu'effectivement, il manque effectivement de données, donc des grosses difficultés, même si certains sont plus à l'aise, comme on a vu l'INDA pour le D9, sur les contaminants dans les denrées alimentaires. Il y a déjà un paquet hygiène qui existe et qui réglemente, de même que mon collègue Alain Lefebvre, sur l'eutrophisation, dit il y a déjà la DCE, on va déjà pouvoir relativement vite progresser. Alors on va essayer de voir un petit peu comment ça se construit. Là, vous avez vu, je remercie tous les experts qui sont intervenus. Ça n'a pas été, comme vous pouvez imaginer, facile de demander à tout le monde de bien vouloir s'exprimer face à une caméra. Et il a fallu le faire, ça a pris du temps. On s'y est pris presque 2 mois à l'avance, si j'ai bonne mémoire, pour y arriver. Alors, cette définition du bon état écologique, elle est réalisée à partir de données existantes, puisque, comme vous pouvez l'imaginer, il y a des choses qui existent et d'autres qui n'existent pas. Donc, on essaye, tant bien que mal, de se faire. La particularité de cette directive, c'est qu'elle est révisée tous les 6 ans. Et elle vous autorise à progresser à la vitesse à laquelle vous pouvez le faire. C'est-à-dire à la fois avec l'avancée des connaissances et aussi avec les moyens financiers dont vous disposez. Donc on n'impose pas aux gens, obligatoirement il y a un résultat, il y a un objectif et vous allez y aller progressivement par le programme de mesure. Vous allez devoir à la fois améliorer vos connaissances et vous allez devoir mettre également des jalons pour atteindre ce bon état écologique quand vous avez défini ce que vous pensez être le bon état écologique. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui va se construire, mais à différentes vitesses selon les thématiques. Donc on va prendre en compte l'évaluation initiale, ce qui est un des volets qui va être qui va être notifié à l'Europe en début 2013. La France a un petit peu de retard, c'est souvent le cas, mais cette fois-ci elle ne rend pas copie blanche, elle va rendre sa copie. Simplement, elle est un peu en retard parce qu'il y a eu les élections présidentielles, donc vous savez bien ce que c'est quand il y a une élection présidentielle, la France s'arrête le temps de l'élection. Et puis, on doit aussi pouvoir évaluer l'atteinte de ce bon état écologique. Ce sont d'autres indicateurs, mais je ne vais pas en ajouter, c'est déjà assez compliqué comme ça. Alors, l'évaluation initiale qui a eu lieu, elle est très classique, sauf que vous voyez, elle a 3 volets. Alors, certaines diapositives sont un peu en anglais, mais vous m'en excuserez, je n'ai pas le temps de tout traduire, mais ça se comprend assez facilement. On vous demande d'abord de décrire l'écosystème, dans toutes ses composantes, physiques, chimiques, biologiques. Ensuite, d'analyser les pressions et les impacts. Les pressions, on connaît. Les impacts, c'est déjà beaucoup moins connu. Donc là, il va y avoir des travaux à faire. Donc, l'évaluation initiale n'est pas complète. Et puis, innovation, on vous demande de faire une évaluation économique et sociale de l'ensemble des activités. Prendre en compte le poids des activités et les mesures que vous allez prendre. Il ne faut pas non plus qu'elles suppriment une activité. Il faut arriver à trouver le juste compromis. Donc, cette évaluation initiale, ce sont 3 éléments qui sont remis simultanément à l'Europe par chaque État membre concerné. Et il y a une 40aine de thématiques pour chaque volet. Si ça vous intéresse, c'est sur le site DCSMM qui est sur Internet. Vous tapez DCSMM sur Google et vous tomberez sur le site de la DCSMM qui actuellement est porté par l'IFREMER, mais c'est un site qu'on partage avec l'Agence des aires marines protégées, puisque ce sont ces 2 établissements qui ont fait pour le gouvernement français, pour le ministère de l'écologie, qui ont coordonné les travaux de l'ensemble des experts. Alors, quelques exemples de cette évaluation initiale pour vous montrer qu'on n'est quand même pas les derniers de la classe, on a quand même des jolies choses. Alors d'abord, on a fait une présentation cartographique homogène. Vous avez ici la bathymétrie.
Certes, elle est donnée par modélisation, mais elle est très réaliste. C'est le CHOM qui a produit cette cartographie. Et vous avez ici les grands habitats, notamment les faciès granulométriques du golfe de Gascogne. J'ai choisi le golfe de Gascogne comme zone, puisqu'on est à l'Orient. J'aurais pu choisir une autre sous-région marine. Dans les données physiques, voilà une illustration des températures de surface à 5 mètres en hiver et en été. Ce sont des données moyennes, je ne peux pas rentrer dans trop de détails. Et puis ici, vous avez l'exposition aux vagues. Les vagues, c'est une variable de forçage importante pour le dynamisme et la circulation des masses d'eau. Donc vous avez ici les hauteurs de vagues. Ensuite, pour la partie chimie, on a été capable de sortir à partir des données dont on dispose, des données engrangées par d'autres navires de recherche ou par des navires d'opportunité, comme c'était mentionné. Ici, les nitrates, les phosphates, les silicates, les concentrations en hiver et au printemps. Et à votre droite, vous avez la distribution de la chlorophylle. Et vous voyez qu'effectivement, entre les côtes ibériques et le golfe de Gascogne, les concentrations moyennes en chlorophylle sont quand même assez différentes. On voit bien l'importance des panaches de la Loire, de la Garonne dans le golfe de Gascogne. Certes, ça stimule la production primaire et ça stimule la production secondaire, ce qui fait la richesse de l'ostréiculture et de la pêche, mais il ne faut pas que ça perturbe aussi et que ça entraîne des mortalités, comme dans certains secteurs du Morbrasse. Vous voyez aussi apparaître ici, grâce aux données satellites, il n'y a pas que des données de bateaux qui ont été des prélèvements stationnels. Vous avez ici les remontées d'eau profonde par les canyons du bord du talus de la plaine abyssale aux alentours des bancs de la Chapelle. Ici, ce sont essentiellement, ce n'est pas d'origine anthropique. Ici, il y a une grande partie quand même, c'est des apports des fleuves, mais surenrichis par les activités anthropiques, notamment agricoles et un peu des stations d'épuration pour ce qui est des nitrates. Et ici, c'est simplement des remontées de la minéralisation de la matière organique dans les grandes profondeurs. Rapidement, les contaminants, grâce aux données notamment du fameux RNO et aujourd'hui du roc, on a les teneurs, cette fois-ci très à la côte. On n'a pas beaucoup de données comme vous voyez les grandes zones blanches. L'évaluation initiale démontre qu'effectivement, il y a des données manquantes et qu'il va falloir compléter pour pouvoir définir ce bon état écologique sur l'ensemble du territoire. Vous avez ici le mercure, le cadmium et le plomb. Typologie des habitats. Vous voyez, il faut couvrir énormément de domaines. Le domaine benthique, ce sont les grands assemblages de la nomenclature européenne EUNIS. Et ici, quelque chose d'un petit peu innovant, c'est une innovation française, c'est les habitats pélagiques définis à partir de l'exploitation d'un certain nombre de jeux de données à la fois biologiques, physiques et chimiques. Il faudra voir maintenant s'il y a une réalité derrière les peuplements. La biologie, les invertébrés benthiques, ici grâce aux campagnes de chalutage faites dans le cadre du CIEM, par les navires océanographiques français et espagnols. Je passe, c'est juste à titre d'illustration, je ne peux pas exploiter toutes les cartes. Ensuite, tout ce qui structure l'écosystème, les densités de macroalgues dans l'infratidal. Vous avez ici les herbiers à cystosiaires, à alhydris, à laminaires, qui sont mentionnés sur la base des données existantes. Et puis ici, les habitats sensibles et protégés, comme notamment les coraux froids, dont malheureusement les données sont relativement anciennes, puisque certaines datent je ne sais pas si les dates sont indiquées dessus, mais c'est données postérieures à 1950. Et, malheureusement, on n'est pas retourné sur ces secteurs-là, et on sait que notamment certaines activités abrasives, comme l'on dit dans le jargon diplomatique, ont perturbé quelque peu certains massifs de coraux froids. Les poissons, que ce soit les petites espèces ou les grands poissons démersaux, ici vous avez leur abondance et la variation au cours du temps. Et puis ici, pour les grands pélagiques, c'est-à-dire les tonidés, mais également les espadons, vous avez les données dont on dispose. Vous voyez qu'on dispose quand même d'un jeu dans cette évaluation initiale d'informations intéressantes. Le problème, c'est qu'il va falloir agréger tout ça pour savoir si les stocks sont en bon état et s'il faut prendre des mesures pour limiter leur exploitation ou au contraire autoriser plus d'exploitation ou au contraire juste maintenir le niveau d'exploitation. Puis on va terminer par les mammifères marins. Vous voyez, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y a énormément de données d'observation de mammifères marins. Ce sont des données essentiellement des données d'observation aérienne, voire par des navires d'opportunité. Et puis des données sur les relations trophiques. Ici, vous avez les contenus des estomacs de ces mammifères marins. On sait ce qu'ils mangent. Ils peuvent manger des petits poissons pélagiques, des poissons démersaux, des céphalopodes, des crustacés pélagiques ou des céphalopodes démersaux.
Alors la consultation, on quitte la science et maintenant on revient vers le public. Donc vous avez raté peut-être... Est-ce que certains d'entre vous ont répondu à la consultation du public? Est-ce qu'ils veulent bien lever la main? Je crois que je vais être le seul. 2, voilà, donc il y a 2 personnes. Alors voilà, nous faisons partie des 179 personnes pour le Golfe de Gascogne, pour les 155 personnes qui ont répondu à cette consultation du public. C'est vrai que ça s'est fait dans une période de juillet-octobre qui n'était pas forcément la meilleure. Et puis la publicité n'a peut-être pas été à la hauteur, puisqu'elle s'est faite au niveau national, de ce qu'on pouvait espérer. Donc globalement, le Golfe de Gascogne représente 26%, mer Celtique 7%, mais il n'y a que Ouessant, hein, donc il n'y a pas beaucoup d'habitants en mer Celtique. Manche-mer du Nord a bien répondu, et Méditerranée occidentale aussi. Alors qu'est-ce qu'ont répondu les gens? Et voici l'interprétation des résultats. La définition vous semble-t-elle correspondre? Il s'agit du bon état écologique, donc oui en vert, rouge non, et ne sont pas prononcés en gris. Donc la définition vous semble-t-elle correspondre à l'objectif d'une mer propre, en bon état sanitaire et productive? Apparemment, les gens qui ont consulté les documents, qui étaient des documents de synthèse, des résumés, c'était beaucoup moins précis que ce que je viens de vous présenter antérieurement. Globalement, vous voyez que quelles que soient les régions marines, les gens effectivement ont répondu dans des proportions assez identiques aux 3 questions sur les caractéristiques et si on intégrait de manière satisfaisante les pressions. Ensuite, on a consulté les instances. Alors, les instances, là, c'est du papier, là. On écrit, et puis il faut une réponse. Et ensuite, on exploite les réponses. Donc là, c'est beaucoup plus nuancé. Alors là, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a des chiffres. J'aime pas beaucoup les tableaux de chiffres, mais bon. Vous voyez que globalement, dans les avis défavorables, on va commencer par ceux qui n'étaient pas contents. C'est essentiellement Manche-mer du Nord, enfin, c'est surtout Golfe de Gascogne, ce qu'on appelle NAMO Sud-Atlantique, c'est le jargon de l'administration, qui ont été défavorables. Globalement, quand même, la majorité est plutôt réputée favorable. Vous voyez que, si vous regardez la dernière ligne, vous voyez que les plus grands chiffres sont quand même, globalement, les différentes instances consultées, que ce soit les chambres consulaires, que ce soit les conseils régionaux, les conseils généraux. Globalement, il y a quand même eu une perception assez bonne du travail dont je vous ai présenté une partie. Voilà les résultats. Vous avez ici Manche-mer du Nord, Méditerranée occidentale, et puis Atlantique et mer Celtique. Donc vous avez la répartition des pourcentages en défavorables, favorables avec réserve. Voilà. Donc tout ça, ça a été exploité. Sur le bon état écologique, nous avons contribué avec l'aide de nos collègues en sous-région marine à l'exploitation de 59 pages de commentaires issus de la concertation des instances. Je peux vous garantir que c'est un travail qui n'est pas très scientifique pour nous, mais cette DCSMM, c'est, comme vous le voyez, c'est un travail à la fois scientifique, administratif et technique. Alors, il va falloir poursuivre. Et pour poursuivre, il n'y a pas d'argent. Donc c'est simple, ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous le dire, il n'y a pas d'argent. Donc dans le texte sacré, c'est comme ça qu'on l'appelle, voilà, le texte de la directive, 40 pages en petits caractères, hein, un peu comme les polices d'assurance, hein, vous voyez, c'est pas très grand. On vous dit qu'il faudra effectivement, si vous voulez faire des recherches, essayer de développer des indicateurs, satisfaire aux critères, aux descripteurs, eh bien, il faudra souscrire au fameux 7e PCRDT, Recherche, Développement et Technologie, ce sont les programmes communs que lance l'Europe. Pourquoi ? Quelle est l'idée derrière la tête? Ce n'est pas de nous saigner à blanc, simplement c'est pour forcer les gens à travailler de manière collective. C'est-à-dire quand il y a un appel d'offres lancé par l'Europe, il faut que les Français, les Anglais, le dernier qui ne répond pas, eh bien, il se fait dicter sa politique par les autres. Donc ça force la communauté scientifique à travailler ensemble. Donc c'est encore un élément qui va favoriser. Il ne faut pas le prendre dans le sens négatif et dire l'Europe nous coupe les vivres. Non, l'Europe met de l'argent, mais elle demande à ce que tout le monde l'utilise. Et voici quelques-uns des projets sur lesquels déjà des Français se sont inscrits, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, il y en a d'autres. Actuellement, on est en train de répondre avec un des collègues pour le 19 décembre sur un projet pour essayer d'optimiser la surveillance, puisque la surveillance, c'est l'étape suivante et ça va être compliqué à mettre en œuvre. Alors justement, pour parler de surveillance, je vais vous montrer, pour essayer un peu d'alléger cette causerie qui est un peu longue et copieuse, et le temps qui tourne, puisque j'arrive au terme, j'ai un petit peu plus long que prévu. Voilà ici un suivi aérien de la mégafaune marine qui est en place aujourd'hui, qui tourne. Ce sont des avions qui font des survols sur des radiales. Voici les avions, voici les radiales à votre droite. On met des observateurs spécialistes à bord, des biologistes, et ils regardent et ils comptent.
Alors, je vais vous montrer quelques résultats de ces suivis. Voici d'abord ici pour ceux qui sont familiers des oiseaux, les laridés, essentiellement des goélands et des mouettes qui peuvent arriver à être observés. Vous avez ici les répartitions sur les 4 sous-régions marines sur la base d'observations qui ont été faites pendant l'hiver 2011-2012. Mouette pygmée, mouette mélanocéphale, mouette tridactyle et mouette indéterminée, parce qu'un avion ça va vite et les oiseaux sont petits. Pour d'autres catégories d'animaux, c'est plus facile. Les petits mammifères marins tels que les marsouins et les autres dauphins peuvent être également quantifiés par photographie aérienne. Donc on a quand même observation aérienne directe. Tortues marines, vous voyez, vous allez découvrir que dans le golfe de Gascogne, les tortues luttes, ce n'est pas quelque chose qui est anecdotique qu'on voit dans le journal quand elles viennent s'échouer, on les voit en mer. Elles viennent en général soit d'Afrique, soit elles viennent de Guyane. Elles ont prêté le Gulf Stream et elles ont traversé. Vous voyez que les tortues à écailles également sont présentes jusque dans l'entrée de la Manche. Et en Méditerranée, bien sûr, un plus grand nombre. De tortues à écailles, essentiellement, ce sont des tortues luttes en rouge. Bien sûr, on peut observer aussi les pressions, comme on les appelle. Alors les pressions, c'est les bateaux de pêche, de plaisance, de commerce, qui rejettent, qui exploitent, qui pillent. Enfin bref, on peut mettre tous les vocables derrière, mais ce sont des pressions. Et puis je vais terminer par les déchets ultimes. Les déchets flottants, qu'ils soient des morceaux de plastique ou que ce soit des nappes d'hydrocarbures, sont également observés par ce réseau d'observation. Le dernier exemple, ce sera le seul que je vous présenterai sur les techniques innovantes qu'on va mettre en place dans la surveillance, c'est bien sûr le satellite couplé à ce qu'on appelle de la modélisation, c'est-à-dire on va faire du virtuel. Comme moi j'ai fait du virtuel avec le bon état écologique en faisant appel à mes 10 autres collègues, là voici une modélisation qui permet, alors c'est très loin, on ne peut pas voir, ici on a une moyenne sur les dernières années sur la base de la grille fixée par la convention HELCOM, c'est-à-dire Helsinki Commission pour la mer Baltique, on l'a appliqué aux données françaises, pour voir si on réduit de 50% les apports, est-ce qu'on entraîne des améliorations. Alors sur différents éléments, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais regarder peut-être sur l'autre diapositive qui est intéressante, si on prend une autre convention des mers régionales qui est OSPAR, Oslo-Paris, et on essaye de réduire les quantités d'azote, de phosphore, et on essaie de voir ce que ça donne. Alors on réduit ici c'est l'état de référence, azote, le rapport azote-phosphore, on réduit, et ça c'est l'état de référence, pris pour je ne sais plus quelle année de référence, ensuite on réduit de 50%, puis de 70%, et là on met des données qu'on appelle pristines, c'est-à-dire s'il n'y avait jamais eu de rejet agricole et de rejet urbain, la matière organique naturelle des forêts qui se dégradent amène bien sûr des apports de nitrates dans la Loire, dans la Vilaine, dans la Garonne. Mais vous voyez la situation entre la situation dite pristine, c'est-à-dire de Adam et Ève, je ne sais pas si c'était des Gaulois, apparemment c'était peut-être pas des Gaulois, et puis la situation observée, vous voyez qu'avec des outils, on peut voir quel est le niveau d'ajustement qu'il va falloir imposer à ceux qui prennent des décisions en matière d'aménagement pour revenir à un niveau qu'on qualifiera de satisfaisant. Qu'est-ce qu'on tolérera comme étendue eutrophisée dans le golfe de Gascogne. Alors, je passe sur ces détails très techniques et j'en arrive à la conclusion, parce que j'avais dit que je terminerais un petit peu, désolé, je suis un petit peu en retard. Donc vous n'allez pas être surpris par ma conclusion que la DCSMM est une approche écosystémique qui est très structurante, de par le fait qu'elle fait interférer beaucoup de scientifiques, centrée sur le maintien, voire la reconquête de la biodiversité marine, c'est quand même ça qui est le focal, mais aussi pour une mer propre, saine et productive. N'oublions pas le terme productif. D'où la nécessité d'une co-construction à différentes échelles, parce qu'on voit bien que certains biotopes sensibles, certains habitats sensibles sont à petite échelle, d'autres, on peut travailler sur des plus grandes échelles. Quand on parle d'eutrophisation du phytoplancton au large, peut-être pas la peine d'aller regarder ça à petite échelle. Il faudra optimiser, mutualiser, harmoniser et coordonner à tous les niveaux, pour notamment mettre en place la fameuse surveillance qu'il va falloir mettre en œuvre dès 2014. D'associer toutes les parties prenantes, vous êtes associés ce soir, pour s'approprier la démarche et les résultats. J'espère que vous aurez adopté cette démarche et ces résultats. De développer des nouveaux outils, j'en ai parlé, je viens de vous en montrer deux. Un qui est assez classique, aérien, mais dont pas grand monde a connaissance, et puis un plus novateur qu'on appelle l'océanographie opérationnelle, c'est l'usage des modèles et de la télédétection. Enfin, la démarche européenne de la DCSMM reste adaptable et évolutive. Je terminerai en
avec un mot que je n'ai pas utilisé depuis le début, qui est celui de la transversalité. Vous voyez qu'il s'agit de faire communiquer les gens, les scientifiques entre eux, faire communiquer les élus entre eux, faire communiquer, interagir les scientifiques, les élus et le public, et les États membres. Donc c'est bien une démarche européenne. On ne pourra pas mettre en place la surveillance qui va venir derrière et les programmes de mesures qui viendront derrière pour revenir vers ce bon état écologique si on n'a pas une approche avec les Anglais, les Irlandais, les Espagnols et les Italiens, pour ce qui est de la France métropolitaine. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Avec mes excuses, j'étais un peu long. Une question. Oui, moi j'en aurais une tout de suite. À aucun moment vous n'avez fait part pour l'état écologique de la radioactivité. Exact, oui. Oui, c'est vrai. Je suis assez surpris. Alors, la radioactivité n'est pas mentionnée dans les descripteurs du bon état écologique. Par contre, elle est prise dans l'évaluation initiale. Vous avez dû voir apparaître le traité Euratom, effectivement dans les termes de référence de la directive. Donc dans le texte sacré, vous avez mentionné explicitement dans les considérants les traités Euratom. Cet élément-là est traité dans l'évaluation initiale. Si vous allez sur le site de la DCSMM, sur l'évaluation initiale, vous le trouverez. Mais ce n'est pas considéré dans les médias comme effectivement un élément concourant à la définition du bon état écologique. Peut-être que ça viendra dans la prochaine révision. Il y a deux choses en fait. Il y a ce que l'on connaît aujourd'hui avec les centrales nucléaires, oui, effectivement qui rejettent, hein, oui, quoi qu'on en dise. Puis il y a le deuxième aspect, c'est les déchets radioactifs. Qui sont en mer. Qui sont en mer. Tout à fait. Et qui, à un moment ou à un autre... Alors ce sont... Ça, tout à fait. Ouais. Alors ces éléments-là ont été mentionnés dans les commentaires issus de la concertation et de la consultation des instances. Pour cet aspect-là, je vous conseille fortement de regarder ce travail, qui est un travail assez superbe auquel j'ai contribué, qui est le bilan de santé de l'Atlantique Nord-Est. C'est publié tous les 10 ans par la Convention d'Oslo et de Paris. La France y contribue, puisqu'on est un des bailleurs de fonds principaux. Et vous avez un chapitre sur les substances radioactives qui vous donne le bilan de l'état de la contamination de l'environnement pour les paramètres qui sont connus et qui sont suivis, et qui vous donne également les tendances. Ce qui est intéressant de voir dans ce... D'abord, et en plus, vous avez, pour répondre à votre question, vous avez une cartographie. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à mettre la main dessus, mais il y a une cartographie de tous les sites, effectivement, répertoriés, où il y a des rejets, où il y a du stockage. Bon, je ne trouverai pas la page, mais en tout cas, vous avez tous les éléments. Et on doit intégrer les résultats de ces conventions des mers régionales dans la mise en œuvre de la DCSMM. Ça fait partie des termes de référence. Vous le trouvez sur Internet. Il est en ligne sur le site OSPAR, et c'est un site, la Convention d'Oslo de Paris a 35 ans, et elle a l'énorme avantage d'accepter 2 langues officielles, l'anglais bien sûr, personne n'est surpris, mais également le français. Donc vous avez une version en français. Donc vous tapez OSPAR, O-S-P-A-R, Oslo Paris, et vous trouverez le bilan de santé 2010, et qui a été fait dans l'axe de la mise en œuvre de la directive 4 stratégie pour le milieu marin. Donc vous trouverez des éléments. Je vois bien comment ça s'articule dans les descripteurs, les indicateurs, etc. Mais comment qu'on passe au plan d'action? Qui va décider les plans d'action en fonction des mesures que vous aurez Alors, dans un premier temps, il faut s'arriver à définir correctement, effectivement, ce bon état écologique. Vous voyez bien que on a des idées, on a des pistes, mais on n'en est pas vraiment encore très clair. Il va falloir effectivement préciser, alors les critères, ils sont indiqués, il va falloir préciser les indicateurs. Prenons l'exemple le plus facile, c'est l'eutrophisation. L'eutrophisation, les critères sont classiques, impact direct, enfin d'abord concentration d'éléments nutritifs, impact direct, impact indirect, c'est-à-dire jusqu'à la dégradation des écosystèmes. Pour certains, notamment pour ce qui est des concentrations en éléments nutritifs, la DCE a déjà défini des grilles pour chacune des sous-régions marines. Donc on va les appliquer en faisant des observations par le biais du programme de surveillance. De deux choses une, soit on est dans un état satisfaisant par rapport à ce descripteur 5, sur l'eutrophisation, soit on ne l'est pas. Si on ne l'est pas, programme de mesure, on s'impose avec des mesures réalistes et des moyens financiers adaptés à nos possibilités, à se faire un programme de reconquête pour descendre progressivement les teneurs en éléments nutritifs dans toute ou partie de la sous-région marine.
Donc vous voyez bien qu'il va falloir travailler, on va faire des zones à enjeu. Vous voyez bien que sur le descripteur 5, on ne va pas mettre la même pression d'objectif sur le large que sur la côte. Les zones à enjeu pour le descripteur 5, ça va être l'épannage des fleuves. On va essayer de réduire l'épannage des fleuves. Ceci dit, les estuaires resteront toujours des zones riches, parce que c'est là qu'arrivent les eaux chargées en éléments nutritifs. Il ne faut pas qu'il y en ait de trop. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on va procéder. Donc il faut définir ces indicateurs qui permettent, les indicateurs, on les définit avec des grilles de qualité qui vont avec, et ensuite on fait des mesures, on regarde si ça va pas, on corrige. On corrige progressivement. Pour les pêcheurs, s'il y a des pêcheurs qui effectivement se trouvent impactés trop fort des habitats classés sensibles, protégés par la Convention de Washington, il faudra qu'ils trouvent des techniques innovantes pour essayer de limiter l'abrasion sur les fonds, ou qu'ils aillent ailleurs, ou qu'ils fassent des jachères. Voilà. Parce que vous avez tout. Le pêcheur, quand vous leur parlez de langoustines, que les gens connaissent bien, les gens vous disent « Ah, quand on remue les fonds, ça régénère le sol et les langoustines sont plus prolifiques. » Mais il n'y a que qui le croit, ça. Moi, je demande à ce qu'on fasse la démonstration. Il faut faire la démonstration, mesurer la pression, voir l'impact que ça a. Et ensuite, on décidera si effectivement, il faut peut-être protéger quand même certains secteurs. Oui. Justement, par rapport à ça, il y a un certain nombre de limites qui ont été présentées sur la définition du bon état parce qu'on n'arrive pas à mesurer tous ces impacts pour un bon nombre. Vous avez pris l'exemple de l'eutrophisation, là c'est vrai que c'est des paramètres qu'on connaît, qu'on mesure depuis longtemps. Pour un certain nombre d'autres paramètres comme les impacts sur le milieu benthique, on a vraiment très peu d'infos. Voilà. Et est-ce que vous ne pensez pas que le calendrier du coup qui est celui que vous avez présenté au début d'arriver à avoir un plan pour le plan d'action en 2015 ou 16, je sais pas. Enfin, le bon état écologique en 2020, si on va juste à la date butoir. Mais déjà d'avoir on ne l'atteindra pas. Enfin, c'est un programme de surveillance pour 2014, puis ce programme en 2020, c'est pas beaucoup trop rapide au vu des enjeux, des mesures qui pourront être prises, et surtout au vu des connaissances qu'on a. Est-ce que c'est pas un peu la charrue avant les bœufs Le problème, c'est que la charrue est déjà au travail. Et donc, il faudrait peut-être qu'on acquiert des connaissances rapidement avant de voir disparaître à tout à jamais certaines choses que personne dans notre succession pourra voir. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à faire vite pour les choses qui n'ont jamais été investiguées. Vous parlez du profond, voilà un bon exemple. Il y a des kilomètres carrés, des centaines de kilomètres carrés qui ne sont même pas cartographiés au niveau d'une bathymétrie fine. Alors, le benthos, un bon exemple. Comment peut-on faire le benthos? Faire des coups de benne partout dans le golfe de Gascogne, c'est pas possible. On a un des plus grands territoires. Prenez les Belges, la DCSMM pour les Belges, ça va, c'est pas trop difficile. Hein. Vous voyez, là, bon, pour nous, c'est quelque chose d'énorme. Les moyens, même si on les partage avec les Anglais, les Irlandais, les Espagnols, ils ont les mêmes problèmes que nous, certains d'entre eux. Donc, il va falloir faire, par exemple, de la modélisation prédictive. C'est-à-dire, on va regarder un petit peu comment se constituent les imbrications d'habitat en fonction de la nature des sédiments. Et par de la cartographie au sonar latéral, par exemple, on pourra dire, compte tenu de la nature des sédiments, on est potentiellement dans des zones qui risquent de contenir des animaux fragiles, et donc il ne faudra pas aller sur ces secteurs-là. Mais c'est un énorme défi que cette directive. Ça, mais le problème, c'est que si on s'arrête à l'envergure du sujet, on ne va rien faire, quoi. Il faut quand même qu'on y aille, et on a quand même pas mal d'outils aujourd'hui innovants qui peuvent permettre de gagner du temps, mais je suis sûr qu'il y a des descripteurs qui ne seront pas définis avant plusieurs années, pour ne pas dire une décennie. Sur les réseaux trophiques, je défie quiconque, ou même sur le D6, l'intégrité des fonds, on va avoir des difficultés pour mesurer l'abrasion. Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'il n'y aura aucune mesure prise à ce niveau-là dans le plan d'action, en attente d'avoir cette définition plus claire? Alors non, parce que vous avez ce qu'on appelle des proxys. Vous pouvez faire, voilà. Vous pouvez, si effectivement vous voyez tous les poissons monter à la surface à un endroit, bon, vous pouvez vous dire que même si on ne sait pas quelle est la cause, c'est que qu'il y a en plus pas mal de bateaux qui viennent ou des rejets à cet endroit-là, on pourra dire, bon, dans un premier temps, on va prendre des mesures conservatoires et limiter. Donc, bon, il va falloir trouver des moyens indirects parfois. Parfois, ce sera des moyens directs, parfois, ce sera des moyens indirects. Un moyen indirect, c'est par exemple de la modélisation prédictive sur la biologie, ce qui n'est pas encore au point. Je vous donne la parole après. Il faut de la classe, tu as toujours les bons élèves en général. C'est toujours les meilleurs. Je dois être le seul marin pêcheur ici, donc, et je suis aussi membre du Conseil maritime de Façade. Et c'est vrai qu'à ce titre, vous n'avez pas parlé de notre présentation à la française,
notre application à la française pour mettre en place les plans d'action au milieu marin, qui est un petit peu compliqué, puisque ici, on dépend du Conseil maritime de façade NAMO, enfin Bretagne Pays de Loire. C'est une petite administrative française. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué pour des tas de raisons plutôt politiques. Maintenant, concernant, si je reprends quelques points, il y a quand même des observations qu'il faut faire. C'est terrible que l'obligation de consultation du public n'ait pas été remplie au sens réel du mot, parce que consulter le public alors que personne n'était au courant, malgré les tentatives de communication, et ensuite prendre en compte le nombre d'avis du public comme étant significatif, c'est quelque part une imposture. Alors oui, il n'y a pas de rapport entre les millions de gens qui viennent sur le littoral, qui sont intéressés à l'état des milieux marins, et les 143 personnes. Enfin, moi, j'ai été, dans le cadre du conseil de façade, j'ai participé, puisque j'étais rapporteur. Oui, mais on s'est rencontrés. Mais c'est vrai que ça me gêne quelque part que cette prise en compte soit utilisée. Quand la ministre Bateau est venue à Brest, elle l'a présentée comme une réussite formidable, la consultation, alors qu'il y avait 150 personnes simplement. Ça, c'est très gênant. Et autrement, il y a des imperfections, mais le processus est itératif, donc normalement... Oui, voilà, je crois que c'est ça qui est important, il n'est pas figé, c'est ça qui est intéressant. Et je vous incite à consulter la présentation de l'avis, justement, du Conseil maritime de façade Bretagne Pays de Loire, qui est sur le site de la DIRM NAMO, ou bien, enfin, c'est le plus facile à trouver, parce que dedans, il y a aussi l'argumentaire. Il y a l'avis et l'argumentaire. Et on a été quand même la seule façade à émettre des avis réservés, donc favorables, parce que dans la façon de faire, il fallait que ça soit favorable pour être pris en compte. Faut faire avancer les en choses. opposition, c'est simplement classé, on n'en parle plus. Donc, il a été favorable, mais avec des grosses réserves, y compris la place de l'humain quand on prend la définition du bon état écologique. Parce qu'une définition de bon état écologique sans référence systématique aux activités humaines et aux répercussions socio-économiques quand on les arrête, parce que pour la pêche, il n'y a aucun souci, sauf que le stock de toutes les espèces exploitées, là, le D3, est en bonne santé. Et c'est vrai que quand j'ai des collègues qui me disent le dernier trait, là, on a dégagé parce qu'on a pêché des poissons esquintés, et qu'ils avaient des taches sur la peau et puis qu'on ne pouvait pas les mettre en ligne parce que c'était pas présentable, là on se dit effectivement il y a un problème, mais ils ne le transmettent pas, et c'est peut-être le gros avantage de toute cette démarche, c'est que maintenant on enverra des retours quand même. Parce qu'il faut le dire, quand on pêche à un endroit où il y a vraiment des poissons qui est malade. Et c'est vrai que pour les pêcheurs, c'est principalement le gros danger, la grosse inquiétude. C'est que les milieux marins sont en train de se détériorer, et on voit les résultats, même si dans certains endroits, on a des indices d'abondance qui sont quand même sérieusement à la remontée. Et on s'aperçoit que pour les grands fonds, par exemple, on a des augmentations de quotas qui nous gênent beaucoup parce qu'elles sont trop importantes pour le coup. Et il ne faudrait pas augmenter le niveau d'effort de pêche. Et donc là, le gros avantage, c'est on échange, on essaye d'y aller ensemble, mais quand on a ciblé spécifiquement une activité, on a toujours tendance à dire que c'est l'autre qui fait plus de dégâts. Alors les extractions, ça c'est de l'activité minière. Une fois qu'on a extrait, il ne reste plus rien. Alors que pour l'instant, il faut le répéter, on a la politique commune des pêches européenne et on essaye systématiquement de s'y conformer. Et ma foi, le métier a le tort de transmettre trop d'informations, si je puis dire, ce qui fait c'est sans doute sur cette activité-là qu'il y a le plus de données. Et donc c'est celle-là qui est en quelque sorte choisie plus facilement comme variable d'ajustement. Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec Alain Bizot quand il dit systématiquement que pour la bonne santé des stocks, il faut limiter l'effort de pêche. C'est un des éléments. Pour certains stocks, c'est le cas, mais pas partout, bien sûr. Non, mais je pense que... Autrement, je vous remercie parce que c'était vraiment pas facile de présenter de façon simple ce gros fatras qui est vraiment, ce sont des gros documents. En tout cas, je vous remercie de votre intervention parce que ça prouve qu'effectivement la démarche est comprise par une profession qu'effectivement on aurait trop tendance à stigmatiser, mais j'ai essayé effectivement de montrer qu'il faut effectivement mettre de la nuance partout, et les données des pêcheurs professionnels sont des données hyper importantes. Quand je dis que c'est une activité, cette directive est une directive très transversale, parce qu'on ne pourra pas faire la surveillance avec uniquement les établissements de recherche, contrairement à ce qu'on pense. Il y aura aussi de la science participative. Vous, ici, dans cette salle, serez amenés, probablement, par le biais de la science participative, à apporter votre concours. Alors aujourd'hui, la science participative, c'est aller ramasser les bouteilles de plastique sur les plages. C'est quand même regarder les choses par le petit bout de la lorgnette. Actuellement, il y a un autre projet innovant qui va être
d'essayer de voir les occurrences de plancton, de changement de couleur de l'eau. Et là, on aura besoin des professionnels. Les pêcheurs professionnels apporteront effectivement des éléments qui permettront effectivement la prise de conscience, parce que l'évolution des mentalités, je pense que vous serez aussi d'accord pour reconnaître que ce n'est pas le cas de tout le monde. L'activité de cueillette, puisque la pêche a été pendant très longtemps une activité de cueillette, c'est quand même une corporation, excusez du terme, mais je ne le galvaude pas en disant ça, qui était effectivement d'exploiter. Et puis après tout, on disait bien, fut une certaine période, dans les années 70, que les stocks de poissons, c'était illimité. C'était les Russes, les premiers, il fallait voir les dégâts des navires-usines, que ça soit dans le golfe de Gascogne ou que ça soit en Manche. Donc aujourd'hui, on arrive quand même à un consensus de dire, on va gérer. Et pour gérer, il faut qu'on mette ensemble toutes les données. Une question. Bonsoir. Oui, là, on était un peu dans les généralités. Oui. J'aurais voulu avoir votre sentiment en tant que spécialiste de la conservation du bon état écologique des côtes, dans le cadre de la D6, de l'intégrité des fonds marins. Des fonds marins. Qu'est-ce que vous avez pensé du combat du peuple des dunes qui a peut-être réussi à arrêter une expression comme ça? Donc parce que les généralités, c'est ça. Oui. Je vous embête un peu, mais à l'échelle de la sous-région marine, évidemment, ça se verrait pas. Bon, donc c'est là le problème. Mais on pourrait aussi vous parler d'activités extractives, en projet certes, mais on pourrait parler aussi d'activités de dépôt. Hein, rappelez-vous, ici on est dans la rade de l'Orient, il faut bien effectivement draguer les chenaux, les entretenir, et ensuite il faut effectivement faire quelque chose avec ces déblais de dragage. J'utilise le terme déblais de dragage. Toujours cette même convention des mers régionales, OSPAR, très rapidement a défini des normes grâce à une collaboration entre tous les États riverains de la mer du Nord et de l'Atlantique Nord-Est. Aujourd'hui, on dispose d'une grille de qualité qui permet de savoir ce qu'on peut faire des déblais de dragage. Pour ce qui est d'un cas bien particulier dont vous venez de parler, que je connais bien parce que j'ai été consulté au moment en prémisse de ce projet, bon, on a pu voir un dialogue effectivement social se mettre en place, un dialogue de scientifiques, un dialogue de politique. Après, c'est un rapport de pression qui fait que la balance est passée d'un côté plutôt que de l'autre. Personnellement, sur la base de ce que j'avais pu voir de mes collègues scientifiques, je n'ai pas trouvé grand-chose vraiment de significativement perturbateur pour l'environnement, à condition de bien définir les modalités d'exploitation. Les arguments qui ont été avancés, certains étaient très erronés, même au niveau scientifique. Notamment, je peux vous dire que si, sur les aspects sédimentaires, on était effectivement sur des gisements fossiles, bon, alors après les transferts de la côte vers le large, comme quoi tout allait s'effondrer et que l'eau de mer allait envahir les alignements de Karnak, je pense que là, il y avait un petit peu de démesure quand même, si je peux me permettre cette remarque. Par contre, sur l'idée qui prévalait au moment des périodes les plus chaudes sur les risques de remettre en suspension des kystes, faire développer des phytoplanctons toxiques à outrance, là, c'était un peu de la fabulation. On a trouvé un peu de tout. Mais bon, enfin voilà. Donc après, c'est une question aussi de savoir qu'est-ce qu'on veut de son environnement. Bon, de vouloir se protéger, on en paye obligatoirement l'ardoise ensuite, puisque s'il n'y a pas de granulats disponibles sur place, il faudra les faire venir d'ailleurs, donc ils seront obligatoirement plus chers. Mais bon, il faudra bien arriver à faire vivre le tissu économique. On ne peut plus vivre dans des huttes en bois. Bon, il faut faire des choix de matériaux. Peut-être qu'on peut améliorer, trouver des solutions alternatives. Pour le moment, on n'en a pas beaucoup. Hein. On a des limites technologiques, comme vous le savez. L'extraction de granulats pose un certain nombre de problèmes dès qu'on rentre dans des fonds très importants. Bon, mais bon, les extractions, les dragages posent aussi des problèmes. Après, ce qu'il faut, c'est mesurer les impacts. Pression, impact. Mesurons les impacts et regardons réellement ce qui se passe. Ici, je trouve que c'est assez intéressant. Le dossier des courreaux de Groix est un bon dossier. Il y a un suivi. Bon, on essaye de voir ce qui se passe. Pour le moment, on n'a rien vu de très significatif, mais ça nécessite de s'y intéresser et de faire des observations. Donc, observer pour comprendre et ensuite on peut gérer. Ça, c'est ma politique. Maintenant, après, il y a d'autres contingences qui ne vous ont pas échappé, qui sont des contingences politiques. C'est autre chose. C'est pas mon domaine.
Oui. À l'Observatoire du plancton à Port-Louis, on observe depuis 2 ou 3 ans une grande quantité de plastique, de microplastique. On a l'impression que ça augmente considérablement. Heureusement, il y en a beaucoup. Prélèvements qui ont été faits samedi dans la rade, donc à Port-Louis, et Petite Mer de Gave. C'est impressionnant et c'est vraiment alarmant. Et comment va-t-on faire pour enlever tous ces petits morceaux de plastique d'ici à 2020 ? Alors, le problème, c'est aujourd'hui, premièrement, on fait ce constat. Ce qu'on sait, c'est que ce que propose François Galgani, que vous avez vu, qui est responsable de ce fameux descripteur 10 sur les déchets, c'est d'abord d'essayer de stopper à la source. Donc il y a déjà des mesures qui sont prises au niveau des gens qui produisent ces éléments plastiques, d'essayer de les en limiter. On essaie aussi de supprimer les décharges. Il évoquait certaines relations transfrontalières. Je ne vais pas stigmatiser non plus. Mais bon, il y a eu des abus de fait dans certains pays où on a utilisé la mer comme une poubelle. Bon, maintenant que les sacs plastiques sont en mer, la mer c'est quand même le point le plus bas, donc on ne va pas les ressortir. On peut sortir les macro-déchets, mais les microplastiques, microparticules, on ne sait pas. Alors se posent 2 problèmes. Quelle est effectivement la pression qu'exercent ces microparticules sur l'écosystème? Aujourd'hui, on est incapable de le savoir. Si, on a déjà quelques idées. On sait que ça sert de véhicule pour certaines espèces invasives. Ça permet, une espèce qui se fixe dans la mer des Sargasses, elle a un petit support pour venir jusque sur les côtes, plutôt que d'être en pleine eau et de se perdre, elle trouve un support. Certains de ces substances qui sont pourtant des polymères peuvent relarguer des composés. Quand c'est vraiment des très petites particules, ça peut être ingéré dans le tractus digestif de certains invertébrés. Donc on se pose la question de savoir est-ce que ça ne va pas entraîner des modifications. Aujourd'hui, personne n'a la réponse. Peut-être que les dégâts sont minimes, mais aujourd'hui, personne, en tout état de cause, c'est des observations qui sont faites depuis déjà des décennies. Moi, j'ai commencé ma carrière en faisant du plancton, puisque je faisais des études, pré-études d'impact sur le site de Plogoff. Voilà encore un sujet qui était intéressant, qui était un sujet chaud. J'ai commencé ma carrière là, donc je ne suis pas un sujet chaud prêt. Et bon, on trouvait déjà du plastique dans le rat de sein. Des petits morceaux de plastique déjà réduits à l'état de particules. Pas de solution. Je pense que la seule solution, c'est de tarir à la source, et puis ça finira par s'atténuer, mais ça va mettre des décennies. C'est des décennies. C'est pour ça qu'il est grand temps de démarrer effectivement des programmes de surveillance, parce que si on n'a pas ces informations-là, on peut pas agir. Essayer de comprendre ce qui se passe, et puis essayer de limiter. Mais il y a des domaines où on a énormément de mal à agir. Oui, mais quand on voit qu'on donne la mauvaise information concernant les sacs plastiques, parce qu'on a assisté il y a un problème d'éducation. Oui, il faut que les sacs plastiques soient compostables. C'est Oui, la voilà, seule. tout à fait. Il y a une norme européenne et la plupart de ce que l'on nous distribue, soit sur les marchés, soit dans les supermarchés, eh bien, on nous met biodégradable. C'est une erreur. Il faut que ce soit compostable. Et bien, vous voyez, vous allez. Voilà. C'est un bon exemple, le D10. Dans les objectifs, bon, on va essayer bien sûr de réduire les apports. Dans les programmes de mesure, on peut mettre de diminuer la délivrance de sacs plastiques de 10-20% dans les 5 prochaines années dans tous les supermarchés de France. Et alors qu'on est sur une directive stratégique pour le milieu marin, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez qu'on est capable, dans une directive telle que la directive stratégique pour le milieu marin, d'imposer des objectifs de réduction, y compris sur le milieu terrestre. Et en Corse, ils le font. Oui, mais voilà, mais il faut le faire au niveau, il faut le faire partout. Il faut le faire partout, bien sûr. Et pourquoi ne le fait-on pas? On n'a pas besoin d'attendre Mais 2015. à partir du moment où cette directive va s'imposer et qu'elle va être traduite par des textes réglementaires, ça s'imposera avec des pénalités si ce n'est pas respecté. En attendant, on continue à polluer. Ouais, mais on ne peut pas tout faire. Oui, J'ai mais pas de baguette déjà, magique, mais vous avez raison. Mais, si faudra... déjà on donnait la bonne information concernant ces fameux sacs plastiques, les gens ignorent qu'en prenant ces sacs-là, ils ignorent qu'ils continuent à polluer. Et quand on voit des collectivités accepter qu'on lâche des ballons dans les fêtes, et y compris à Lorient, il n'y a pas si longtemps que ça, pour le foot, on voit des centaines de ballons blancs s'élever. Il ne faut pas s'attaquer au foot quand même. Eh bien, où vont ces ballons, monsieur Camus? Où vont-ils? Ah oui, non, mais...
tout est poison, rien n'est poison, toute une question de dose. Hein. Donc après, la petite goutte fait déborder le vase. Donc vous avez raison. Mais bon, on ne peut pas résoudre tout. Donc on essaye de jouer sur les principaux. Ouais, bien sûr. En fait, ce qui est grave, c'est pas, on n'en veut pas aux scientifiques. Ah ben, je ne me sens pas du tout accusé, hein. Je fais partie du public. L'avantage d'annoncer les couleurs, mais c'est que nos administrations le savent, connaissent tous ces problèmes-là. Et là, mais tant que vous n'avez pas de moyens coercitifs, c'est-à-dire une réglementation des arrêtés et des amendes... Mais l'information, et l'information, bien sûr. C'est les comportements, comme on a dit, mais aussi des mesures coercitives pour essayer de revenir vers une situation qui soit meilleure. Monsieur, oui. Donc, il y aura beaucoup de contraintes. Vous avez vu aussi la semaine dernière que les agriculteurs manifestaient à Morlaix. Parce qu'il y avait trop de pression sur eux. Ah, j'ai pas vu, non. Je sais pas. Ah oui. Donc vous voyez des élus imposer comme ça aux agriculteurs de ne pas mettre de produits chimiques, aux pêcheurs d'utiliser les chaluts. Non. Mais vous serez obligatoire. Non, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas demander d'aller casser la flotte de chalutiers qui fait vivre des dizaines et des centaines, voire des milliers de personnes sur la région lorientaise. Par contre, il faudra peut-être aménager, exploiter certains stocks de manière différente, mais il y aura toujours. On a besoin aussi de se nourrir. Enfin, je veux dire, il faut aussi ne pas oublier l'écosystème. L'écologie, ce n'est pas uniquement la science qui consiste à tout mettre sous cloche. En tout cas, ce n'est pas ma vue. Il faut tirer ce qu'on peut tirer au maximum de l'écosystème, qu'il soit terrestre ou marin, sans foutre le beans. Excusez du terme, voilà, c'est tout. Donc il faut arriver à régler nos impacts, enfin nos pressions et nos impacts, de manière à ce qu'on puisse céder quand même quelque chose qui tienne la marée, hein. Il faut bien utiliser le terme. Est-ce que justement vous ne mettez pas dans les éléments du développement durable, vous mettez le social et l'économique dans les impacts, qui est effectivement un point important, mais les contaminants, est-ce qu'on ne pourrait pas donner le même poids à toutes ces choses? On prend les eaux côtières, parce qu'il y a une grosse globalisation dans tout. Vous voyez, ce que je n'ai pas développé, c'est que vous avez 11 descripteurs, vous avez 56 indicateurs, ensuite il va falloir les amalgamer pour dire la sous-région marine Golfe de Gascogne est en bon ou en mauvais état écologique. Oui, mais vous mettez quel point on va mettre Adaptabilité, évolution, c'est la porte ouverte. Faut que la page à tout va. Non, il faudra. Mais non, aujourd'hui on a quand même une réglementation qui est en place et qu'il faudra bien, effectivement. Évolutive. Évolutif, parce qu'en fonction... Non, mais en fonction... Attendez, qu'on ne se méprenne pas sur les mots. Quand je dis évolutif, ce qui veut dire, c'est qu'en fonction de l'avancée des connaissances, vous prendrez des mesures de plus en plus adaptées pour revenir au bon état écologique. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire on va laisser tout partir à volo. Et non. Les mesures, c'est des jalons et précis avec des objectifs. Il y a des indicateurs pour mesurer vos objectifs. Je ne peux pas rentrer dans tout le détail. Dans les objectifs environnementaux, on vous demande de définir des indicateurs pour vérifier que vos objectifs sont pertinents et qu'ils sont couronnés d'efficacité. Et si vous vous êtes trompé, il faut corriger. Et c'est un cycle de 6 ans. Hein, on en prend pour des décennies, si on fait le travail correctement. On a intérêt à le faire. Oui, madame. Oui, bonsoir. Moi, je m'interroge plus sur l'indicateur 11 de l'introduction d'énergie nuisible au milieu. Ouais, enfin, déjà, le terme le 11. nuisible induit quand même. Oui, enfin bon, le terme, c'est pas la traduction, je peux vous le lire, il fait 3 lignes, alors bon. C'est plus sur les exemples en fait, que vous indiquiez tout à l'heure en termes d'impact sur les champs électromagnétiques, mais surtout en fait sur l'acoustique. Oui. En fait, c'est comme si, quelque part, on induisait un impact acoustique, enfin, on démontrait un impact acoustique sur ce type d'énergie-là nouvelle, sans forcément amener la question de l'impact acoustique des énergies, des activités qui sont déjà existantes. Oui. Ah bah oui. Au niveau des ports ou du trafic maritime. Et sur cette question-là, sur l'impact acoustique de ces activités déjà existantes, qu'est-ce qui est, en quoi la directive cadre en fait va pouvoir agir Alors comme l'a très bien dit Yann-Stéphane Duchaume, bon, il y a les bruits impulsifs qui sont liés pour permettre aux bateaux de se déplacer et de pouvoir trouver leur chemin, de pouvoir trouver leur zone d'exploitation, que ce soit minérale ou biologique. Donc il faut l'ultrason, ça sert. Ce qu'il faut, c'est trouver des fréquences en impulsion qui ne portent pas atteinte à la conversation des organismes. C'est bien ça. Hein. Ils ont le droit de bavasser, mais il faut qu'ils se comprennent. Il ne faut pas que ça devienne assourdissant. Après, il y a effectivement, donc ça c'est les bruits impulsifs.
Dans les bruits impulsifs, il y a aussi tout ce qui est prospection sismique qui fait du bruit, même si c'est des canons à air, ça fait quand même énormément de bruit et ça peut perturber fortement certains mammifères marins. Après, il y a les bruits continus, donc ça va être essentiellement, il va falloir... Qu'est-ce que c'est les bruits continus? C'est les mouvements, le bruit des hélices, donc d'où l'intérêt peut-être de définir des couloirs de navigation et d'imposer aux bateaux de passer dans des endroits plutôt que dans d'autres, de manière à éviter de faire un vacarme pas possible partout. Mais toujours pareil, il faudra se poser la question de savoir quelles sont les fréquences, quelles sont les intensités, et est-ce que ça perturbe, oui ou non, les organismes. Il y a beaucoup de questions qui ne sont pas du tout connues. Hein. Ça perturbe les sous-marins, mais ça c'est autre chose. Ça. Mais bon, avec une observation, c'est que pour tous ces descripteurs, toutes les activités liées à la défense nationale sont exclues. C'est-à-dire que les bangs que l'on peut émettre quand on est en ça c'est la souveraineté des États. Vous avez raison. Qui fait remonter à la surface des mammifères qui sont carrément sonnés, ça c'est exclu. Donc il faut bien avoir conscience qu'on est limité, c'est simplement dû aux activités civiles, si je puis dire. Tout le reste, voilà, c'est pareil pour les rejets. Oui, mais enfin bon, quand vous allez étudier les pressions et leurs impacts, si vous arrivez en faisant ces études-là, les scientifiques démontrent que c'est une zone d'exercice de sous-marins qui a entraîné la mortalité des mammifères marins, là, je pense que les militaires auront l'intelligence, comme ils savent le faire, quand même, c'est quand même pas des gens complètement stupides, d'essayer de corriger le tir. Hein. Rappelez-vous les peintures anti-salissure. Hein. Les peintures anti-salissure, les militaires se sont mis aussi aux peintures anti-salissure avec un impact moindre que ce qu'ils utilisaient avant. Hein. Voilà, donc, pardon. Voilà, donc, non, de ce côté-là, je crois qu'il faut, il faut essayer de nuancer. Bon, je pense qu'on va peut-être, s'il n'y a plus de questions... Ah, si, encore une, deux. Allez, une au fond, monsieur là-bas n'a pas. Juste une question, il y a un impact fort qui est l'évolution du climat, et dans ce que... Comment c'est cet élément-là qui va être... Là, on fout des indicateurs par rapport à une situation qui est actuelle, mais l'impact climatique va avoir des conséquences sur tous ces indicateurs. Comment il peut être pris en compte? Est-ce qu'on ne va pas être en retard avec un modèle qui n'est pas, on ne prévoit pas suffisamment en avance pour pouvoir prendre les bonnes mesures? Parce que ça ne sert à rien de faire un indicateur, c'est pour constater qu'il est déjà trop tard. Alors, ça a été évoqué dans une des réponses, et c'est très bien évoqué par l'un des chefs de file, je crois que c'était le dernier qui l'a évoqué, sur le descripteur 4. Il disait qu'effectivement, il fallait être vigilant parce qu'effectivement, le système évoluait. Alors, par exemple, on peut voir des habitats en raison de l'augmentation de la température qui vont complètement évoluer. Certains diront, bien sûr, c'est les pêcheurs qui sont, à force de passer leur chalut, ils ont tout... Non, non. On sait que les pêcheurs le savent les premiers, qu'il y a des espèces qui sont arrivées, qui n'existaient pas avant. Ce n'est pas parce que l'habitat est perturbé, simplement c'est parce que ça bouge. Alors, ça doit être pris en compte de manière globale, mais à l'échelle de 6 ans, le pas de temps est trop court pour arriver à le voir. Donc ça oblige tous les 6 ans à modifier éventuellement la définition du bon état écologique en essayant, dans la mesure du possible, d'inclure cette évolution liée au changement climatique. C'est la théorie. En pratique, je ne sais pas comment on va le faire, hein, mais voilà. Mais bon, c'est vrai que vous regardez le golfe de Gascogne, sur les 50 dernières années, 1,5 degré d'augmentation de la température moyenne, ce qui fait en milieu terrestre, pas loin de, sûrement au moins une dizaine de degrés, sans trop se tromper, si on veut essayer de faire une analogie. Bon, les répercussions sont majeures. Et plus ça va vite, et l'écosystème, il a ce qu'on appelle une certaine résilience. C'est un élément aussi qu'il faut prendre en compte dans l'approche écosystémique de la DCSMM. Il faut qu'il arrive à s'adapter. Donc, les choses ne sont pas simples. Mais il faudrait, si on le prend, on pourrait se reposer là-dessus et dire soit ce n'est pas les impacts de l'activité humaine, c'est le changement climatique, donc on ne peut rien faire, donc on abandonne. Non, il faut. Donc il a fallu que les juristes, enfin les députés européens, la Commission, ont décidé de le prendre comme une espèce de chapeau, de dénominateur commun à l'ensemble des descripteurs, et de s'en servir quand il faudrait ajuster la définition du bon état écologique. Mais je ne sais pas trop comment on fera. Hein. Ce qu'on observe quand même, c'est que globalement, les espèces remontent vers le nord. Oui. Oui. Aussi bien terrestres, végétales qu'animales. Et que le pH de l'eau, à certains endroits, il devient plus acide. Oui. Voilà. Donc,
Il y en a un qui m'a dit il y a pas longtemps, bientôt les coraux seront en très mauvais état parce qu'ils seront bouffés par l'acidification des océans plutôt que par les chaluts. C'est peut-être exagéré, certainement. Pour le moment, oui, les valeurs d'augmentation sont relativement faibles pour le pH, mais elles sont quand même significatives, on arrive à les mesurer. Ouais. Mais c'est faible encore actuellement, il n'y a pas... Je pense que pour Noël, vous pourrez quand même manger des huîtres, les coquilles ne vont pas se dissoudre dans l'océan Atlantique, mais les larves, c'est peut-être là qu'est le problème. Dans 3 ans, c'est peut-être pas pareil. Voilà, donc là... Oui, je voulais vous poser la question concernant l'étude des résidus des stations d'épuration. Alors c'est un peu lié à la DCE. Les boues de stations d'épuration. Pas forcément que les boues, mais ce qui sort des stations, les résidus médicamenteux, les pesticides. Okay. Donc vous parlez des substances dissoutes. Ah ben, tout ce qui est dissous. Une station d'épuration, c'est 3 types de rejets. Vous avez ce qu'on appelle les macro-déchets, on va dire. Ça va à la décharge. Ensuite, il y a les boues. Ce n'est jamais que l'équivalent du fumier des animaux à 4 pattes. On appelle ça des boues quand on est un être humain. Et puis il y a tout ce qui est dissous, qui n'a pas été éliminé par le process biologique. Voilà. Alors effectivement, c'est une des sources de contamination qu'il faudra. Alors peut-être qu'il faudra réviser, comme vous l'a expliqué Linda dans le descripteur 9, sur les contaminants dans la matière vivante. Elle a dit, avec déjà tout ce qui nous est fourni par la DCE, toute une liste pléthorique de molécules, essentiellement des molécules rémanentes qui durent, on va mettre les contaminants microbiologiques. Peut-être qu'à terme, il faudra mettre les résidus médicamenteux. Bon, mais voilà. Non, mais quand on sait que, par exemple... On ne peut pas les éliminer actuellement. Dans les stations nouvellement installées, on en a une, eh bien, ils n'ont pas voulu, pour des raisons économiques, mettre des réacteurs biologiques à membrane, par exemple, qui pourraient éliminer une partie, je ne dis pas tout, mais une partie de la pollution dont on parlait tout à l'heure, des plastiques. Oui. Non, les membranes sont très bien pour la microbiologie, mais on est déjà encore à une échelle très grosse par rapport aux molécules dont vous parlez, qui elles passent à travers les trous des membranes. Excusez-moi, les trous sont très petits, mais ça passe vraiment au travers. Déjà, donc les virus passent aussi au travers des membranes sans problème. On peut pas. Et le problème, c'est qu'après, ça a un coût sur le... Mais bon, voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter les contraceptifs, le Doliprane, ne plus soigner les gens qui ont le cancer et qui prennent des substances qui sont quand même relativement des biocides assez violents. Ça devient compliqué, ça devient vite compliqué. Est-ce que dans vos critères, vous avez pris par exemple le lien, vous avez fait le bon état écologique dans le milieu maritime, avec les différentes agences de bassin, avec les stages. Quel est le lien? Bien sûr. Vous n'en avez pas Non, je ne l'ai pas parce que je ne pouvais pas... mais on voit bien que dans les objectifs, il y a eu une mise en cohérence dans les agences de l'eau, par les agences de l'eau qui ont été associées au processus depuis le début, sur les objectifs des SDAGE avec les objectifs de la DCSMM. Puisque, vous la rappelez-vous, une des premières diapositives, la DCE est inclue et phagocytée, je vais prendre un terme biologique, et phagocytée par la DCSMM. La DCSMM, c'est les pseudopodes, ça boulotte tout. La PCP, la PAC, la politique agricole commune. Dans les réunions à Bruxelles, où certaines j'ai participé, vous avez les Autrichiens qui sont là. Elle est où la mer en Autriche? Expliquez-moi. Ah oui, mais si vous ne commencez pas à prendre tous les pays des bassins versants, vous n'arriverez pas à résoudre le problème du point le plus bas, qui est celui des océans. Vous voyez, ben, c'est les fleuves, bien sûr, qui sont le véhicule, mais il faut que tous les États... Alors, vous imaginez, vous êtes à la côte, mais quand on fait une consultation du public, on consulte en plein milieu du Massif central. Vous croyez que les gens dans le milieu du Massif central, ils font la différence entre un bigorneau, une patelle, et ici on sait ce que ça veut dire, tout ça. Mais... Donc quand on leur parle du bon état écologique, ils lisent le texte, ils regardent les images, les titres, puis bon, voilà, et puis on se prononce. Les étangs sont pollués. Les étangs sont pollués, voilà. Bien, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et un bon état écologique pour le futur.